Bonjour à tous, salut Tranche, salut Cristalgre, salut Bandini, salut à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Bienvenue dans le talk de France Info, 2 heures de 17h à 19h pour jeter un œil avisé à ceux qui se trament dans les recoins de l'actualité. Politique, économique, diplomatique, géostratégique, du web, de la tech et des idées, et aussi certainement, des idées, 2 heures sur Twitch et sur TikTok avec vous, dans le chat, pour aller marquer au fer rougeoyant de la raison les inamicaux soubresauts des passions. Ces 2 heures, on les fait avec vous dans le chat, chers amis. Vous posez vos questions, je les passe directement aux invités. Il y a 2 règles, je les rappelle, c'est la courtoisie, la bienveillance, on est sur le service public, s'il vous plaît, service public que vous aimez, qui est gratuit, et un point d'interrogation pour signaler aux yeux de votre serviteur que votre question, c'est une question. Au programme de ces 2 heures, de 17h à 18h, un point politique avec dedans l'union historique de la gauche, mais sans LFI, à Paris pour contrer la candidature de Rachida Dati à la mairie de Paris, puis des nouvelles d'un budget qu'on ne voit pas venir, et certainement, si le temps ne nous est pas assassin, un retour sur les excuses jugées maladroites par certains de Brigitte Macron, l'épouse du président de la République, après son très maladroit Salcon. Ça sera l'occasion d'entendre Brigitte Leguet. Virginie Leguet dire une 4e fois Salcon, et ça va être très amusant, ce sera jusqu'à 18h. 18h à laquelle on fera un point sur l'ASE. L'ASE, c'est l'aide sociale à l'enfance qui ne parvient pas à protéger les enfants. En témoigne l'actualité récente, avec notamment ce petit garçon de 8 ans humilié dans un foyer de l'ASE, rasé à blanc par des éducateurs, une affaire médiatisée. À l'heure où les députés ont adopté à l'unanimité, c'est rare, une proposition de loi visant à garantir à chaque enfant une prise en charge par un avocat dès l'ouverture d'une mesure d'assistance éducative, un texte porté par la députée Aïda Hadizadeh qui devait être avec nous tout à l'heure, mais qui est retenue à l'Assemblée nationale. Ce sera donc quelqu'un d'autre, et ce sera notamment avec Lies Loufoque. Ce sera jusqu'à 19h. Pour l'heure et pour l'instant, il n'est jamais que 17h10, passé de 52 secondes à Paris, et pour la première fois depuis 1977, date à laquelle le maire est élu au suffrage universel. Les 3 forces politiques qui dirigent actuellement la capitale pourraient faire candidature commune dès le premier tour des élections municipales, avec en ligne de mire la candidature de Rachida Dati. Bonjour Quentin Calmet. Et bonjour Ludo. Salut Quentin, t'es journaliste parlementaire à Public Sénat, à tes côtés Virginie Leguet. Salut Virginie. Bonjour à tous. Et journaliste politique, éditorialiste sur France Info TV. Avant qu'on commence, pardonnez-nous, on est un petit peu en retard, tout était prêt, puis d'un seul coup tout s'est précipité. Et je suis donc un petit peu essoufflé, puis on est très heureux en tout cas de tous vous retrouver. Et de clôturer l'année avec vous. Et oui, parce que c'est le dernier talk de la saison, on reprendra le 8 janvier, mais je vous l'expliquerai un petit peu tout à l'heure. Salut, salade, tomate, tartiflette, quel plaisir de te sage, on vous souhaite très joyeux Noël. Exactement. Et on commence. Pourquoi ce rapprochement on a beaucoup lu dans la presse, notamment sur France Info aussi, qu'il était historique. Pourquoi c'est inédit, Virginie? C'est inédit parce que c'est la première fois que ça se fait, que là ils le font d'entrée. C'est inédit parce que, mais en fait je dirais que c'était un peu écrit étant donné ce qui se passe à l'Assemblée nationale. C'est inédit parce que c'est 3 forces de gauche mais pas 4 et qu'on voit bien que LFI est totalement ostracisé, comme LFI a bien l'intention d'ostraciser les autres forces de la gauche au municipal. En fait, ce qui va se passer, et ça ne se passera peut-être pas toujours en aussi bon ordre qu'à Paris, c'est que LFI va, je ne sais pas comment le dire, va faire la misère au Parti socialiste partout où il le pourra aux élections municipales. Et le Parti socialiste, qui a quand même quelques bastions, va se défendre tant bien que mal. Mais là, en tout cas, je note que les écolos qui avaient un peu de mal à se détacher de LFI le font très clairement à Paris. Et qu'il se passe que, bien sûr, c'est contre Rachida Dati, mais c'est aussi pour peut-être faire pièce à la candidature de Sophia Chikirou, qui se présente au nom de la France Insoumise, et qui, elle l'a bien dit elle-même tout de suite, s'est montrée extrêmement incisive et peut-être même agressive vis-à-vis de la maire sortante, de l'équipe sortante. On sent bien que ça va être sa cible favorite. Donc, eux, ils sentent le danger, ils sentent qu'effectivement, le bilan de Anne Hidalgo est loin d'être formidable et qu'ils vont avoir du mal à le défendre. Donc, au moins, ils se serrent les coudes et ils décident de faire campagne commune. Oui, c'est tout à fait inédit. Et je ne sais pas quel sera le résultat, en revanche. Non, c'est vrai que le résultat du scrutin est incertain. Et effectivement, il y a eu la loi Paris-Lyon-Marseille qui a été adoptée entre-temps. Une loi qui va, comme cela, personnaliser beaucoup plus le scrutin. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des élections au niveau des arrondissements et ensuite les conseillers de Paris qui élisent le maire de Paris, on va avoir un scrutin où vous aurez le bulletin Rachida Dati pour tous les citoyens qui vont voter à Paris, ce qui inquiète du coup les opposants de gauche, parce que même si elle est de droite, elle est rattachée à la famille
LR, maintenant elle est macroniste. Elle pourrait plaire à des électeurs et en plus, sa renommée pourrait être un argument qui fasse qu'elle ait vraiment de bons scores. Et la gauche, effectivement, alors je ne sais pas si c'est vraiment lié autant au bilan d'Anne Hidalgo à la sortie de ses mandats ou si c'est vraiment la personnalité d'Anne Hidalgo qui a pu devenir comme ça un repoussoir. En tout cas, effectivement, la gauche qui part un peu affaiblie. On voit que le bloc de gauche, même si on rajoute les écologistes, il n'est pas très fort. Donc il y a eu cette, à mon avis, crainte dès le départ des partis de gauche d'avoir assez peu de marge de manœuvre dans l'élection face à une Rachida Dati très populaire. Emmanuel Grégoire qui aussi pâtit un peu d'un manque de renommée au niveau national et au niveau local. Donc l'idée de partir, les trois partis PCF, PS et écologistes dès le premier tour, alors qu'effectivement d'habitude les écologistes se rallient entre les deux tours. C'est un peu une figure politique à Paris, hein, ce moment dans l'entre-deux tours où ça négocie et où effectivement, d'ailleurs, ça crée parfois une dynamique de campagne pour le reste pour la gauche, ce ralliement. Mais donc là, l'idée de partir avant le premier tour, donc de sceller même cet accord dès le mois de décembre, parce qu'il y avait ces difficultés sur l'échiquier et dans l'équation politique à Paris. Si je peux rajouter une chose, Rachida Dati n'est pas soutenue par les macronistes. Elle est peut-être, elle l'espérait, elle le voulait, finalement elle ne l'est pas. Les macronistes lui ont choisi Pierre-Yves Bournazel. Ouais. Et ça traduit aussi quand même quelque chose de fragile de la candidature de Rachida Dati, qui, je le rappelle, est quand même empêtrée dans une affaire judiciaire. Et là, je vais la résumer rapidement, c'est l'affaire Ghosn, où elle est soupçonnée, suspectée d'avoir encaissé 900 000 euros, si mes souvenirs sont exacts, en échange de prestations dont on a du mal à trouver des traces. En tout cas, c'est ce que la justice cherche depuis des années maintenant. Donc, il va y avoir ce procès dont les dates sont fixées à la rentrée et ça risque peut-être de refroidir malgré tout une partie des électeurs de droite qui se diront ça commence à bien faire les affaires des élus. On a vu que récemment, pour ne pas prendre d'exemple trop lointain, Nicolas Sarkozy a été condamné de façon définitive dans au moins 2 dossiers, que avant lui, Marine Le Pen a été condamnée très sévèrement et que donc la justice, en fait, on voit que la justice pour l'instant, je ne sais pas si elle changera ou si le dossier de Rachida Dati est moins solide, mais elle a l'intention de se montrer tout aussi sévère avec les hommes politiques qu'avec monsieur tout le monde, ce qui n'était peut-être pas le cas tout à fait tout le temps jusqu'à maintenant. Donc les électeurs se diront est-ce que vraiment c'est la bonne candidate? Est-ce que vraiment on a envie de mettre notre bulletin de vote pour elle? Et je trouve que sa candidature se fragilise et que donc du coup, pardon, je suis un peu longue, je fais une grande parenthèse, que du coup cette union de la gauche qui n'est pas complète mais enfin qui est déjà bien entamée pourrait représenter une alternative, je ne sais pas, acceptable pour une partie de l'électorat qui vote à Paris. D'autant, et j'en termine, qu'une partie de l'électorat de droite ne vote pas à Paris. Et c'est bien ce qui a coûté très cher aux candidats de droite ces dernières années. C'est-à-dire que ceux qui votent à Paris, c'est plutôt les gens de gauche qui habitent les quartiers, le 1, le 2, le 3, le 4, puis les quartiers populaires. Ceux qui se réclament de la droite, souvent, ils sont inscrits dans leur maison secondaire. Et donc, ils ne jouent pas dans la cour électorale de Paris, ce qui nuit toujours à leurs candidats. Oui, et puis aux dernières législatives, il y avait eu des bons signaux pour la gauche, en tout cas la gauche qui a gagné encore des sièges aux législatives pour ce qui est des circonscriptions intra-parisiennes, mais je pense qu'elle a de bonnes chances. Je suis d'accord avec toi, il y a des affaires, mais elles seront jugées après l'élection. Oui, c'est parfaitement vrai. En septembre 2026, donc... il y a ce côté un peu, elle est tellement connue, elle est tellement connue par rapport à ses concurrents qu'elle peut vraiment gagner des voix, y compris chez des électeurs qui, effectivement, veulent une autre personnalité, et changer de personnalité et peut-être moins s'attacher au fond, moins s'attacher à ces questions des affaires. Je trouve que, en tout cas pour la gauche, je vois que cette candidature de Rachida Dati, elle est perçue comme dangereuse. Plus que les autres candidatures, Rachida Dati, c'est aussi une incarnation forte. Christelle Gredy, Delanoë avait adoubé Hidalgo et on était sur des personnalités fortes. Est-ce qu'on manque pas d'une figure forte justement de la gauche parisienne, comme ce fut le cas pour les maires précédents? Oui.
Emmanuel Grégoire est peu connu, oui. Emmanuel Grégoire n'était d'ailleurs pas le candidat de Anne Hidalgo. C'était quelqu'un d'encore moins connu, c'est Rémi Féraud. Oui, que Anne Hidalgo avait peu adoubé, j'imagine, parce que Anne Hidalgo avait envie de couler son camp, parce que je ne vois pas Rémi Féraud, franchement, être en mesure de gagner une campagne municipale. Non, mais c'était très compliqué avec Emmanuel Grégoire, en fait. Oui, mais elle lui en voulait, donc elle avait décidé de le tuer. C'est son ex-premier adjoint qui était devenu député de Paris, justement, aux dernières législatives. Mais on ne fait pas une campagne municipale pour celui qui va vous succéder parce qu'on veut tuer quelqu'un. Mais visiblement, elle a été animée par ce sentiment-là de rage vis-à-vis de Emmanuel Grégoire. Un dernier mot sur Rachida Dati. C'est vrai qu'elle est très connue. C'est vrai que quand elle se promène quelque part dans une rue, tout le monde la connaît. Les gens lui parlent, lui, elle, parce qu'elle a un contact assez facile avec les gens. C'est vrai que là, elle fait des vidéos sur les réseaux sociaux qui sont regardées et qui sont parfois un petit peu sidérantes. Oui, elle fait la tournée des éboueurs. Elle est quasiment déguisée elle-même en éboueur. Elle va voir les sans-abri. Tout le monde le fait. Oui, mais ces vidéos sont assez malines, sont assez efficaces. Est-ce que c'est vraiment convaincant pour les électeurs? Je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui va se retourner contre elle? Je vois qu'il y a toute une polémique qui s'est créée à propos des logements sociaux parce que elle dit ah oui, vous n'avez pas de logement. Ah là là, c'est affreux. Il faut absolument vous trouver. Et en fait, les petits malins ou les élus d'opposition ont relevé toutes les délibérations au Conseil municipal de Paris où elle a voté contre la construction de logements sociaux quasiment systématiquement, et quand elle votait pas contre, elle et son groupe, ils s'abstenaient. Donc il y a quand même un double discours qui va lui être en permanence opposé et qui pourrait, mine de rien, entamer un peu sa crédibilité. On peut pas à la fois dire je suis une candidate qui parle à tout le monde, y compris aux sans-abri, y compris aux éboueurs, y compris aux gens qui n'ont pas de logement, et en même temps, quand on est comme elle, en capacité d'améliorer les choses à Paris depuis des années, parce qu'elle est élue à Paris quand même depuis un certain nombre d'années, n'avoir rien fait pour ça. Il y a là quelque chose qui va peut-être se rappeler à elle. Et en tout cas, ce que tu disais au début de ton intervention, Virginie, sur les tensions entre Emmanuel Grégoire et Rémi Féraud, au moment de prendre la suite d'Anne Hidalgo, ça montre aussi, voilà, comme ça, une tension au sein de la gauche, et c'est pas très bon ça en pré-campagne, et même les tensions avec LFI, c'est pas aussi simple et net que ça. On a l'impression que les écologistes lorgnent un peu sur la gauche de leur gauche, c'est-à-dire qu'ils ont fait un protocole d'accord avec le PS qui stipule qu'au second tour, il n'y aura jamais d'accord avec Pierre-Yves Bournazel, que tu évoquais, qui est le candidat Horizon soutenu par Renaissance. Mais alors du coup, les écologistes ont bien fait noter dans cet accord qu'il pourrait y avoir un rapprochement vers la France insoumise, alors qu'on le sait, les socialistes et LFI se détestent, et il serait hors de question au Conseil de Paris que ces forces-là travaillent ensemble. Il n'y a pas d'élus LFI au Conseil de Paris, ils en veulent surtout pas, et ils se détestent cordialement, mais politiquement. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là quand on écoute les élus parisiens. Donc, toutes ces tensions au sein de la gauche, ça peut desservir une campagne, une pré-campagne, d'où aussi, sans doute, cette volonté d'afficher un front uni au moment de lancer la campagne avec au moins 3 des camps qui partent directement ensemble. Oui, parce qu'il ne faut pas sous-estimer la férocité dont va faire preuve Sofia Chikirou. Sofia Chikirou, c'est une tueuse. Elle est là pour ça. Elle est là pour dézinguer. Elle est là pour faire un score. Elle est là pour marquer clairement son entrée dans l'arène. Elle a des atouts. Elle a peur de rien. Elle est extrêmement volontaire. Elle est extrêmement déterminée. Et elle multipliera les attaques et les attaques parfois fondées sur ce qu'a fait la gauche, ce qu'a fait Anne Hidalgo, ce qu'a fait cette majorité, ce qu'elle n'a pas fait, pourquoi elle ne l'a pas fait. Et ça va être un pilonnage incessant. Oui. Sur quoi on devra... Ah, pardon, une question de tranche. Ça fait depuis 2020 et 5 ans que j'habite à Paris, dans un arrondissement avec un maire de droite, même si je n'y vote pas. Je dois bien avouer que le bilan d'Anne Hidalgo me semble bon, voire très bon sur certains aspects. Je pense aux rues, aux écoles, entre autres. En quoi Rachida Dati ou la droite arriverait à proposer un projet apte à convaincre une majorité de l'électorat parisien en second tour? Je pense que la question de tranche, c'est qu'est-ce que la droite peut proposer de plus que le bilan d'Anne Hidalgo? C'est vrai que pour l'instant, ça se joue beaucoup sur les personnalités. Bah oui. Mais c'est vrai que sur la programmatique. Mais pour l'instant, on n'a pas les programmes. D'ailleurs, si Rachida Dati avait déposé un programme, elle devrait quitter le gouvernement, puisque la règle qui a été fixée, c'est les candidats aux élections municipales doivent quitter le gouvernement.
Sachant qu'il y a une ligne un peu tenue entre pré-campagne et campagne, parce qu'on le disait, il y a des vidéos qui sont tournées dans les camions poubelles. C'est donc qu'on est en campagne. Qu'est-ce que la ministre de la Culture fait dans un camion poubelle parisien? C'est qu'elle est bien en campagne. Elle fait une promenade quand elle calme. Voilà, donc elle n'a pas encore de programme, donc nous n'avons pas exactement ce sur le fond elle veut faire différemment, mais on voit que déjà sur la forme, elle entend changer de méthode par rapport à Anne Hidalgo qui était jugée comme trop clivante et trop froide et trop dure dans ses décisions. Et après, effectivement, je pense que la question des voitures va être un peu au cœur du programme. On n'y échappera pas. Faut-il ou pas faire la guerre autant à la voiture que ce que faisait l'équipe sortante? Ça, c'est la question, à mon avis, qui sera au cœur des enjeux, peu importe ce que proposent les uns et les autres, parce qu'on voit que des fois, quand on se plonge sur le fond, on a du mal à comprendre exactement ce que veut la droite parisienne. Quand on voit, par exemple, sur la rue de Rivoli, il ne faut pas remettre en cause la piste cyclable, mais en même temps, il faut pouvoir que les commerçants aient davantage de trafic, sauf qu'en fait, ce n'est pas lié aux voitures. Donc, on va voir quand on va voir sur le fond des propositions, ce sera difficile de comprendre exactement ce que veut la droite parisienne, mais on attend encore les programmes pour. Moi, je pense que Rachida Dati ne remettra rien en cause de ce qui a été fait par Anne Hidalgo. Elle se gardera bien de supprimer des voies cyclables. Elle se gardera bien de refaire circuler des voitures là où elles ne peuvent plus circuler. Elle a quand même compris que ça mettait Paris dans un mouvement où vont des grandes villes dans le monde et que ça, elle aura du mal à revenir en arrière. Elle s'attachera peut-être, et encore, est-ce qu'elle en aura les moyens, à faire en sorte que la ville soit plus propre, ce qui la plaira beaucoup aux électeurs de droite, qui trouvent que la ville est vraiment pas propre. Et elle l'a répété quand elle est allée faire sa retournée avec les éboueurs. Avec moi, vous allez voir. Avec moi, vous allez voir. Bon, moi, je sais pas si avec elle, on va voir. Je crois qu'elle sous-estime aussi la complexité de faire travailler les gens comme elle pense qu'elle va réussir à les faire travailler, de la complexité d'avoir affaire à une population qui se montre extrêmement incivique et qui jette facilement tout par terre et qui, quand elle déménage, elle fait des travaux ou elle refait une chambre, met tout son débarras dans la rue. Ça ne se faisait pas il y a quelques années, ça se fait maintenant de façon très courante. Alors c'est vrai qu'Anne Hidalgo n'a pas tellement réagi à tout ça, elle a laissé faire, elle a laissé les trottoirs être envahis de tas de choses dans n'importe quel quartier et que les gens ont pris l'habitude de penser que c'était pas grave s'ils le faisaient. Est-ce que Rachida Dati ira mettre des amendes? Est-ce que Rachida Dati se montrera très répressive? Je ne sais pas. Franchement, moi, j'ai un grand doute sur la façon dont elle va se comporter. Là, elle fait un peu le fier à bras, elle tape là où c'est sensible pour l'électorat de droite, c'est-à-dire effectivement la sécurité, la propreté. Et c'est pour ça qu'elle est allée voir ceux qui sont dans la rue. Elle a dit « Ah, c'est pas possible, là. » Ça sous-entendait, oui, bien sûr, vous pouvez pas dormir dehors, mais ça sous-entendait aussi les voisins de là où vous êtes ne sont pas en sécurité. Enfin, c'était quand même assez clair. Quant à toutes ces casquettes, Anne Hidalgo, je ne sais pas si vous avez vu, mais vous aurez peut-être toutes les vacances pour regarder, est très moquée pour son absence complète de travail à la culture. Les gens se demandent si elle a jamais ouvert un dossier. Les gens se demandent ce qu'elle a fait pour le Louvre ou pas fait. Oui. Qu'est-ce que j'ai dit? Oh, pardon, je suis vraiment distraite. Je parlais de Rachida Dati. Je parlais de Rachida Dati. Les gens se demandent sur quel dossier elle est réellement investie et les gens se demandent même si elle a compris qu'elle avait été nommée à la culture. Donc je ne sais pas combien de temps Emmanuel Macron va tolérer ça, mais Emmanuel Macron est lui-même dans un tel état de faiblesse que je ne sais pas s'il va réussir à remettre un peu au pas Rachida Dati ou à la faire partir du gouvernement. Là aussi, je demande à voir. Sébastien Lecornu. Enfin, on voit bien quand même que Rachida Dati, et j'en termine, inspire une forme de crainte, parce que Rachida Dati, elle est capable de dire des horreurs, de menacer, de sortir des dossiers pas très agréables qu'elle prétend avoir sur les uns ou les autres, et que là, il y a quelque chose de l'ordre un peu du régime de la crainte qu'elle inspire depuis des années à ceux qui sont ses ennemis déclarés. Les amis, est-ce qu'on ne quitterait pas la mairie de Paris pour parler un petit peu de budget? Vous avez envie de parler de budget? Je suis sûr que Quentin Calmet a très envie de parler de budget. Quentin me disait qu'il avait très envie d'en parler. Allez, ferme les yeux, je vois le PLF. 17h28, 32 secondes. Je vous propose de nous éloigner un peu de la mairie de Paris. On prend notre vélo, on file à l'Assemblée nationale, le Palais Bourbon. Et plus particulièrement dans les négociations extrêmement délicates autour du projet de loi de finances. 7 députés, 7 sénateurs se retrouvent en commission mixte paritaire pour tenter de trouver un accord sur un texte essentiel au fonctionnement de l'État, alors que les positions des deux chambres semblent plus éloignées
que jamais. Pourquoi ça s'annonce extrêmement compliqué, cette commission mixte paritaire? Mais on le dit depuis... moi, chaque fois que je viens dans cette émission, on le dit qu'il y a le mur et qu'on s'en rapproche et qu'on va se le prendre. Alors, ma sœur, que vois-tu donc venir? Sur le PLFSS, sur le budget de la sécurité sociale, je me suis trompé. Il faut dire bravo à Sébastien Lecornu. Il a réussi à manœuvrer sur le budget de la sécurité, de la sécurité sociale de la santé. Le texte est définitivement voté depuis mardi. Et donc, c'est une surprise. On a réussi à trouver un accord. Il y a même donc 18 LR qui ont voté la copie de la sécurité sociale et donc l'ensemble du groupe socialiste, alors que normalement voter un budget c'est être rattaché à la majorité gouvernementale qui propose le budget. Ils sont passés outre cette règle et donc il y a eu cet accord et on a réussi à faire voter ensemble des socialistes, quelques LR, mais donc quand même un tiers du groupe, et dans l'ensemble du groupe central. Sur le budget de l'État, le plus gros des deux budgets, le principal, donc ce PLF, le projet de loi de finances, on n'arrive pas du tout à faire coïncider les copies de la gauche et de la droite, et ni de l'Assemblée nationale et du Sénat, avec une Assemblée nationale qui n'a jamais réussi à aller plus loin que le premier volet, le volet recettes, donc qui n'a pas de copie demain en CMP, en commission mixte paritaire. Ils arrivent, les 7 députés arrivent les mains vides, et en revanche, les 7 sénateurs qui, eux, ont une majorité très nette au Sénat, arrivent avec une copie, la leur, qu'ils ont terminée cette semaine, lundi, et dont ils ne démordent pas. Et donc, on est au milieu, Sébastien Lecornu, qui hier a essayé de dire il faut que la majorité sénatoriale tende des mains à d'autres groupes, mais la droite sénatoriale qui dit compromis oui, pas de compromission. Et là, les positions qui se radicalisent, et on est effectivement à moins de 24 heures maintenant de cette tentative d'entente entre les deux assemblées, l'Assemblée nationale, le Sénat, et tous ces groupes politiques. Et on est à maintenant 15 jours de la date fatidique pour avoir un budget, sans quoi on devra passer par une loi spéciale. Moi, je pense qu'on s'achemine sans le dire, tout en faisant croire qu'il y a peut-être encore une chance. On s'achemine tranquillement vers une loi spéciale et qu'il y aura un accord qui sera trouvé, allez, janvier, février, quand les municipales vraiment s'approcheront et qu'il n'y aura pas moyen de ne pas trouver un accord. C'est comme ça que ça s'était passé l'année dernière. On n'en avait pas du tout entendu parler. En tout cas, Bayrou s'en était pas vanté. Et c'est comme ça que ça risque de se passer cette année. Et ça arrangera tout le monde parce qu'il faut quand même bien rappeler que oui, le PLFSS a été adopté, que oui, les consignes qui avaient été données par les uns ou les autres, à part le PS, mais en tout cas, ceux qui avaient dit « moi, vous allez voir mon groupe, il va voter contre ». En fait, personne n'a suivi les consignes et finalement, le PLFSS a été adopté. Il faut reconnaître que dans ce PLFSS, il y avait quelque chose à quoi le Parti socialiste tenait énormément, qui était la suspension de la réforme des retraites, et que ça, c'était pour eux vraiment quelque chose qu'ils devaient protéger, et que pour ça, il fallait que le budget soit voté. Ils l'ont eu. Ils l'ont eu, ils ont eu leur gain. Ils peuvent dire maintenant, regardez, on s'est battu comme des chiens, on a fait plier Sébastien Lecornu, ce qui est vrai. Il a mis genou à terre et grâce à nous, vous avez ça. Et je pense qu'ils se sont empressés d'aller le dire dans leur circonscription. Le budget de l'État, franchement, la divergence entre ce que propose le Sénat et effectivement ce que propose l'Assemblée nationale, c'est-à-dire la moitié du budget, est telle que je ne vois pas comment la CMP sera, comme on dit, conclusive. Elle sera non conclusive. Mais je pense que c'est déjà acté dans les têtes et on ira tranquillement, parce que finalement c'est comme ça que ça s'est fait déjà, on ira tranquillement sans vraiment s'affoler vers une loi spéciale en sachant très bien qu'il y aura un accord qui va intervenir dans 2 mois. Ouais. Et maintenant ça devient banal. Je ferai un dernier commentaire. Le PLFSS, le projet de loi de finances de la sécurité sociale, a aussi été adopté. Alors moi, je ne disconviens pas, Sébastien Lecornu a été habile, il a su lâcher quand il fallait lâcher, il a su être là quand il fallait être là, il a su vraiment, comme on dit, mouiller sa chemise et il l'a fait, contrairement à François Bayrou qui a pas fait grand-chose. Lui, il s'est vraiment donné corps et âme à sa tâche qui était de faire adopter ce PLFSS, c'est fait, mais il y avait quand même derrière quelque chose qui l'a beaucoup aidé, qui était que personne ne voulait d'une dissolution, personne ne voulait revenir aux urnes, sauf le RN et la France Insoumise. Mais tous les autres se sont dit, si on retourne aux urnes, on va tous quasiment perdre des plumes. Et 1 sur 2 s'est dit, moi je vais perdre mon siège. Je ferai un dernier commentaire. LR, je crois qu'ils sont 50 depuis l'élection de Michel Barnier. La quasi-totalité des députés LR a été élue face à un candidat du Rassemblement national. Maintenant que le Rassemblement national semble un peu encore plus décollé, ils se disent tous... La dissolution, ça veut dire pour nous tapis. Et ça, le tapis, personne n'en voulait. Donc ça a aidé Sébastien Lecornu aussi à faire en sorte que tout le monde se dise à la dernière minute, on va peut-être pas jouer avec le feu, on va adopter ce budget. Oui.
Sachant que la loi spéciale, cette loi spéciale, personne n'en veut. Pourtant, visiblement, on y va en courant, semble-t-il. Oui, et surtout, c'est un moyen de ne pas passer en 2026 sans pouvoir prélever les impôts, sans pouvoir fonctionner mécaniquement. Mais c'est pas du tout mécanisme transitoire. Voilà, exactement. C'est un pansement sur la fin de l'année où on n'a pas de budget. Mais normalement, on doit voter un budget avant la fin de l'année, et donc ça veut dire que ça décale simplement les discussions à l'année prochaine, où on va devoir repartir sur un nouveau budget. Donc on repart sur 2 mois minimum de débat budgétaire, et ça épuise tout le monde, mais c'est parce qu'on est toujours dans cette Assemblée nationale aussi ingouvernable, qui a réussi à trouver un accord sur la santé, mais qui n'arrive pas à trouver un accord sur le budget de l'État, avec la question du niveau des impôts, la question du niveau de prélèvement. À la gauche qui n'en démarre pas, il demande encore 10 milliards supplémentaires par rapport à la copie du Sénat en termes d'impôts sur les plus riches, ce que la droite refuse complètement. La droite a même allégé de 6 à 8 milliards la copie de son budget, notamment sur l'impôt des plus grosses entreprises. Ils ne veulent pas casser la dynamique économique, ils veulent qu'il y ait des emplois à la clé. Donc on a 2 conceptions de l'économie qui sont différentes, et chacun qui n'en démord pas. D'où ce blocage, mais qui n'est qu'un blocage reporté au début de l'année prochaine. On va devoir se reposer l'équation en janvier-février. Le Cornu va devoir à nouveau essayer de faire s'entendre ces positions politiques qui sont diamétralement opposées pour l'instant. Oui, alors il y a fort à parier que, comme le PLFSF, qui n'est pas un très bon budget, qui n'est certainement pas le budget idéal, étant donné l'équation économique dans laquelle se trouve le pays, avec le niveau de sa dette, avec la fragilité du système de la sécurité sociale, avec son déficit. Ce budget ne va pas dans le bon sens. Mais enfin, il a été adopté pour plein de raisons différentes. Le budget de l'État, s'il est adopté en janvier ou février, un peu en catimini, parce que ça se fera comme ça, paf, paf, on n'en parlera pas trop, puis on dira que ça y est, c'est fait. Ça ne sera pas non plus un bon budget. Ce que je veux dire, c'est que il n'y a rien dans tout ça de l'ordre du sens de la responsabilité. Il y a des calculs personnels, des calculs politiques, en fonction du calendrier des uns ou des autres, en fonction de leurs intérêts, en fonction évidemment. Mais il n'y a absolument pas l'idée de se dire on va aller sur une trajectoire vertueuse, on va faire des vraies économies. Mais je parle pour tout le monde. C'est pas spécialement la gauche ou la droite. Et là, on est très très loin de l'intérêt général, de l'intérêt commun, de l'intérêt du pays. On en est à après nous le déluge, mais je crois que le déluge va être un vrai déluge quand il va falloir enfin se décider à prendre des mesures. Question dans le chat de Tranche, est-ce qu'il ne reste pas très problématique que les PLFSS et le projet de loi de finances soient toujours autant un rebours des besoins et préoccupations de la majorité des Français et des Françaises, le pouvoir d'achat, la santé? Aucun parti ne craint-il des répercussions municipales, en particulier pour les grandes villes, et même s'il n'y a pas forcément de corrélation entre la politique nationale et locale? Première question de Tranche. Deuxième question de Zarkiel. Est-ce qu'il existe des audits qui permettraient aux citoyens d'avoir un regard sur les budgets votés, et où vont les impôts exactement? Oui, alors 2 heures, quand même. Non, c'est assez simple. Alors, les audits, c'est Virginie aura 1h30 après. C'est fastidieux à lire, mais ça existe. Alors, il y a les rapports de la Cour des comptes. Ouais. La Cour des comptes, c'est un peu le grand auditeur des comptes de l'État. Voilà. Et sinon, il y a les rapports parlementaires, qui normalement, en plus maintenant, si vous allez voir sur les rapports qui sont liés au budget, sont résumés dans des essentiels. Et exactement. N'importe qui peut aller les lire. Et franchement, c'est compréhensible. Parce que sinon, les textes budgétaires, c'est sûr, c'est très compliqué. On parle déjà de budget, on a des missions, c'est rattaché, c'est même pas des budgets des ministères, c'est des politiques par politique, donc c'est assez fastidieux à lire et c'est très compliqué, mais parce que l'organisation de l'État est compliquée. Mais pour le citoyen, je comprends que ce soit vraiment fastidieux à lire, mais sur le site des assemblées, en tout cas sur le site du Sénat, il y a des essentiels sur le projet de loi de finances où on peut comprendre rapidement les enjeux de ces budgets. Et ensuite, sur les répondre au quotidien des Français, si tout ça c'est lié, alors c'est juste qu'on l'explique mal, mais dans le projet de loi de finances, il y a les budgets des APL. Les Français savent ce que c'est que les APL. Il y a le taux de remboursement des cotisations, il y a de remboursement des consultations chez le médecin. Tout ça, c'est des choses qui sont
sont très concernantes. C'est juste que c'est noyé dans un tel nombre d'informations qu'on en perd voilà, le rapport avec le réel. Mais c'est bien le quotidien des politiques qui sont directement ensuite les politiques des Français qui sont en jeu. Là, le Sénat a par exemple supprimé les budgets de l'ADEME ou de l'Agence de la biodiversité. Il ne faut pas vous étonner si ensuite il y a des questions sur la transition énergétique, comment est-ce qu'on améliore la rénovation des bâtiments, la rénovation des maisons. On a dû, comme ça, couper dans ces budgets. Ça, c'est du très concret aussi pour les travaux des particuliers quand ils font changer leur toiture, etc. Donc, à chaque fois, il y a du concret à la clé. C'est juste que c'est noyé dans des milliards et des centaines de milliards d'euros de budget. Donc, le concret est difficile à comprendre à la fin, mais c'est bien le quotidien de la vie des Français. Il y aura certainement une loi spéciale, même si on ne lit pas l'avenir dans une boule de cristal. Dans une boule de cristalgre même, peut-être. Salut, cristalgre. Et comment... j'ai perdu... Qu'est-ce que je veux dire? Oui, on a l'impression que ces débats ont déjà eu lieu, en réalité. Pourquoi s'accorderait-il mieux dans 2 mois? À l'usure, poussé par les événements, parce qu'il va y avoir les municipales, parce qu'ils vont avoir envie d'en finir, parce que Sébastien Lecornu va lâcher, parce que eux-mêmes vont se montrer moins à cran et que tout le monde va se rendre compte qu'on ne peut pas vivre son budget. Enfin, c'est très simple en fait, et que nécessité fera loi. Je voudrais dire une dernière chose sur les dépenses qui paraissent toujours très bizarres à nos amis, aux Français que nous sommes. En fait, c'est assez simple. On vit de plus en plus vieux et de plus en plus longtemps, et ça coûte extrêmement cher parce que c'est cette tranche-là où les gens vivent de plus en plus vieux qui coûte le plus cher. Et là, je parle de la sécurité sociale. À la sécurité sociale, c'est ces années-là où nos parents ou nous bientôt allons coûter très cher à la sécurité sociale. Et puis autre chose qui se passe et qui fait que tout le système devient très lourd à porter, c'est qu'il y a de moins en moins d'actifs pour de plus en plus de gens qui sont retraités. Et c'est les actifs. Je rappelle que moi, quand je cotise, ou Quentin, quand il cotise pas pour lui, il cotise pour ceux qui sont à la retraite actuellement. Donc nos enfants cotiseront pour nous et nos enfants seront de moins en moins nombreux pour cotiser pour des retraités qui sont de plus en plus nombreux. Je ne sais pas si je m'exprime clairement. Donc il y a là quelque chose de très lourd à porter. Enfin, je ferai une toute petite dernière observation. Notre système de sécurité sociale, dont nous pouvons légitimement être fiers, parce que c'est un système qui est très redistributif, qui est, contrairement à ce que certains prétendent, qui est finalement très généreux, parce que la santé en France est largement prise en compte. Si on n'essaye pas de le protéger, et là on ne le protège pas, là on le rend de plus en plus fragile, parce que le déficit auquel on voulait arriver, et là je parle sous le contrôle de Quentin, peut-être que je vais me tromper dans les chiffres, mais je crois que le déficit de cette année était de 24 et qu'on voulait le ramener à 17. Là on ne sera pas du tout à 17, ne rêvez pas, et on sera à un taux de déficit qui sera encore très élevé, et si on continue comme ça, le système, qui est quand même un système magnifique, ne pourra plus se financer, parce que au lieu d'aller dans une bonne trajectoire où on se dira on protège notre système de sécurité sociale parce qu'on estime qu'il est bien, qu'il est solide, qu'il marche pour tout le monde, et que finalement ça ne coûte pas si cher que ça à chaque citoyen, contrairement à ce que certains veulent faire croire. Si on n'essaye pas de le protéger, eh ben on va le faire exploser. Oui. C'est le trou de la Sécu, hein. Il avait presque été comblé juste avant le Covid. Ouais. Et là, effectivement, il est à nouveau béant. Effectivement, 24, c'était la copie des députés. Les sénateurs qui ont essayé de le ramener à 17. Et il revient à quelque chose comme 21, 22 avec la fin de la dernière lecture, là, parce qu'il y a la suspension de la réforme des retraites, parce que, d'où le fait d'ailleurs que l'État va transférer une partie de la dette de la sécurité sociale au budget de l'État, ce qui va donc encore plus peser sur l'autre texte. Hein. Exactement. Et donc, le budget où il y a effectivement la dette au sens la dette du pays, et là après c'est les conséquences sur le fait d'emprunter sur les marchés, etc. Donc il y a cette question, effectivement on peut fermer les yeux là-dessus en se disant c'est pas intéressant, c'est pas chiant. Une question, mais j'ai quand même vu dans le sondage de l'Ipsos, l'un des tout derniers, que la question des dettes sociales et du dette de l'État devenait maintenant une des préoccupations principales des Français, en numéro 2 après le pouvoir d'achat et avant l'insécurité. Donc c'est que les Français commencent à perdre
percevoir. Peut-être que François Bayrou, au moins, aura réussi à passer une partie de ce message-là aux Français. Mais c'est un enjeu, effectivement, dans la continuité et aussi de notre modèle social, et de ce qu'on demande aux aînés par rapport aux plus jeunes, les jeunes qui galèrent, ça va parler au chat, qui galèrent pour rentrer sur le marché du travail, qui galèrent pour avoir un emploi qui soit décemment payé dans leurs premières années. Ça va peser ensuite sur le calcul de leur retraite et de leur pension. Donc on voit que les générations qui aujourd'hui rentrent sur le marché du travail auront des pensions qui seront ridicules si on continue avec le système tel qu'il est, alors qu'on a des retraités qui aujourd'hui ont un bon taux de calcul de leur pension par rapport à quand ils travaillaient. Donc on voit que ça va se détériorer au fur et à mesure des années. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. En plus, avec des retraités, sans vouloir les accabler, qui mettent beaucoup sur leur compte épargne. Ils ont un taux d'épargne de 20% de leurs revenus, donc 20% de ce qu'ils gagnent, ils le mettent à la banque pour des projets. Est-ce qu'on ne devrait pas essayer de changer un peu le système pour faire en sorte que les jeunes, les précaires, ceux qui sont aussi entrés sur le marché du travail aient de meilleures perspectives pour la suite? C'est ça qui se joue avec un projet de loi de finances. Cristalgre, pour Noël, fais-moi un cadeau. Propose-moi un pseudo à ton pseudo, parce que je ne sais pas le prononcer. Ça fait 3 ans maintenant qu'à chaque fois je me plante. Cristalgre. Ah, une question. Merci Cristalgre. Question déficit. Salut Cristalgre. Pourquoi les collectivités territoriales ont l'obligation de voter des budgets à l'équilibre et que l'État non? Je ne sais pas. C'est la règle d'or, effectivement, les budgets ne peuvent pas s'endetter sauf pour de l'investissement. Parce que quand on construit un lycée ou un collège, on s'endette, etc. Mais c'est effectivement une règle qui a été mise en place pour ne pas creuser encore plus la dette de l'État. Et effectivement, les budgets de fonctionnement des collectivités sont à l'équilibre entre ce qu'elles touchent comme dotation de la part de l'État et ce qu'elles dépensent ensuite en fonctionnement. Non, c'est une règle parce que ensuite vous avez des milliers de maires et les départements, une centaine, et les régions. Donc il faut mettre en place cette règle pour pas comme ça que le déficit parte trop non plus n'importe comment, quoi. Donc c'est une règle qui a été mise en place pour les collectivités locales, sachant qu'elles peuvent s'endetter pour l'investissement. Je voudrais dire une dernière chose à propos de notre situation financière. Certains disent que l'importance, on s'en fiche, la dette, on la finance très bien, la France a aucun mal à emprunter, patati patata. Moi, je remarque une chose, c'est que notre pays devient fragile, devient montré du doigt. Nos représentants politiques, et je ne parle pas de la situation particulière d'Emmanuel Macron, qui est dans une fragilité politique extrême, mais notre image et notre poids à l'extérieur est de plus en plus faible, et que ça, c'est un vrai souci, même pour la suite. Je pourrais me dire, après tout, je m'en fiche, les générations d'après, elles verront. Mais non, moi, j'ai plutôt à cœur de laisser un pays qui se tient solidement sur ses deux jambes. Et là, je vois que ce pays commence à marcher à genoux, avec des responsables politiques qui n'ont pas l'air de vouloir vraiment prendre le taureau par les cornes. Je me souviens d'Emmanuel Macron en 2016 disant « Oh là là, je vais faire une réforme de l'État, vous allez voir ce que vous allez voir, je vais nettoyer tout ça, ça va être formidable, les doublons, bonbons ». Il n'a pas fait le début du centième, du millième de ce qu'il aurait dû faire. Ça fait maintenant 8 ans et demi qu'il est là. Et c'est un vrai souci, ça, parce que oui, il y a des doublons, oui, il y a des choses qui peuvent être nettoyées, oui, il y a peut-être des fonctionnaires qui ne travaillent plus ou moins, ou qui sont dans des placards parce que là où ils sont, on a moins besoin d'eux. Tout ça n'est peut-être pas très agréable à dire et à entendre, mais c'est la vérité. Et si l'État coûte si cher aussi, c'est que on a plutôt rajouté des couches et des couches et des couches et des couches, et que maintenant il y a un cake énorme avec des couches et des sous-couches, et que tout ça devient totalement illisible, y compris pour le citoyen lambda qui ne comprend plus lui-même par où passent les décisions et comment elles font pour arriver tout en haut quand elles y arrivent. Les amis, est-ce qu'on ne quitterait pas le budget pour parler? Alors, j'ai 2 propositions à vous faire. Il nous reste 13 minutes. Et puis, c'est bientôt Noël, tout ça. Les fêtes de fin d'année. Est-ce que vous préférez parler de Brigitte Macron ou de Jordan Bardella, ou des deux? Ou des et deux. Si c'est des deux, Oui, faisons les deux. Est-ce que nous commençons par M. Bardella ou par Mme Macron? On commence par Mme Macron? Comme vous voulez. Très bien, c'est parti, 17h47, 20 secondes. Début décembre, une vidéo. Mais on veut que le chat participe. Mais oui, mais le chat parle. Hein. Ah, ok. Et le chat est gentil ou le chat est en colère? Non, le chat est raisonnablement en colère. Et donc très gentil. Et salut à toutes celles et ceux qui nous rejoignent, bien sûr. Début décembre, une vidéo diffusée dans la presse montre Brigitte Macron, l'épouse du président de la République. Le président de la République, c'est Emmanuel Macron, en coulisses d'un spectacle de l'humoriste Harry Habitant. Et Brigitte Macron, qu'est-ce qu'elle fait? Elle qualifie de sale conne des militantes féministes du collectif Nous Toutes, qui avaient interrompu la représentation. Des mots qui déclenchent une vive polémique en France, notamment parce qu'ils visent des femmes mobilisées contre les violences sexuelles, les violences faites aux femmes, qui sont, je pense, pour la 2e année consécutive, la grande cause nationale qui est censée défendre le couple
présidentielle. Brigitte Macron s'exprime ensuite publiquement lundi soir dans une interview donnée aux médias Brut. Elle dit être désolée si ses propos ont blessé les femmes victimes, tout en affirmant qu'ils n'étaient pas destinés à être rendus publics et en niant donc formellement exprimer donc des regrets sur l'expression elle-même. Vas-y Virginie, qu'est-ce que tu en penses ? J'ai trouvé ces excuses, d'ailleurs c'est pas des excuses en fait, elle s'est justifiée tout du long, tout en disant qu'elle était désolée, tout en rappelant qu'elle détestait qu'on interrompe des spectacles, tout en rappelant que c'était des propos privés. Moi ce qui me gêne, c'est pas tant que ce soit des propos privés, d'abord c'était pas des propos privés, elle était pas dans sa salle de bain, elle était à un théâtre en train de parler avec Harry Habitant qui allait lui-même faire son spectacle et elle était entourée de gens publics. Donc, je ne comprends pas du tout cette idée de ce n'était pas des propos publics. Il y avait une caméra, l'a-t-elle vue, l'a-t-elle pas vue ? Enfin, elle tombe pas de la lune, elle est première dame depuis des années. Et puis, à la limite, oublions tout ça, ça n'est pas important. Mais quand elle dit oui, il arrive dans le privé de dire des choses. Moi, dans le privé, je ne dis pas que les féministes sont des sales connes. Ça me vient même pas à l'esprit de dire que c'est des sales connes. Et donc, que ça lui vienne à l'esprit. D'abord, je trouve que la formulation est extrêmement vulgaire et qu'elle a tort de parler comme ça. Mais que ça lui vienne à l'esprit de dire, parce que c'est pas des propos publics, oui, c'est des sales connes. Moi, j'en suis désolée. Mais les sales connes, peut-être qu'elles ont parfois des comportements excessifs. Mais moi, je les remercie de tout ce qu'elles ont obtenu depuis des années pour le droit des femmes, qui ont conquis, franchement, à la dure, le droit de travailler, je l'ai déjà dit, mais je le redis, sans l'autorisation du mari, le droit d'avoir des carnets de chèques, le droit de décider ou non de garder l'enfant qu'elle porte. Enfin, tout ça, ça a été obtenu par les femmes et certainement pas par les hommes. Et donc, moi, je les remercie d'avoir fait tout ce travail-là pour moi, pour mes enfants, pour les enfants de mes enfants. Et que Brigitte Macron, qui elle-même a été très défendue par les féministes quand elle a été attaquée plusieurs fois sur son âge, sur son physique, sur son sexe, même, rappelez-vous, est-ce un homme, est-ce une femme ? Elle a été très, très, très défendue. Qu'elle se permette de tenir ces propos-là, moi, franchement, ça m'a écœurée. Oui, et je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire, Virginie. Rien que le fait de mettre une condition à des excuses, et c'est pas que Brigitte Macron, je pense que c'est un peu dans l'air du temps de mettre des conditions. Si les personnes ont été blessées, je m'en excuse. En fait, soit les propos sont problématiques, on s'excuse, soit on fait semblant de s'excuser et on met des conditions à ces excuses, et ça, c'est problématique selon moi. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que c'est une remarque qu'on s'est dite dans la rédaction, c'est que c'est terrible pour elle parce que en voulant comme ça protéger ou être sympathique envers le comédien Harry Habitant, elle a mis la lumière sur cette affaire et on a lu des papiers. Moi, j'ai lu un papier assez troublant dans Le Monde où on lit les faits sur le non-lieu. Pourquoi le non-lieu dont il a bénéficié et donc en fait en voulant protéger ce comédien, elle a fait que les journalistes ont encore plus cherché d'où venait ce non-lieu. Pourquoi est-ce que des féministes allaient interrompre son spectacle? Pourquoi est-ce qu'il y avait une polémique qui faisait que certaines femmes étaient à fleur de peau de voir que ce comédien se présente et a des représentations. Et là, on lit que le dossier, il est problématique, il est lourd. Et donc, en voulant défendre Harry Habitant, elle a aussi un peu mis la lumière sur un comportement de ce comédien qui est décrit dans la presse comme étant problématique avec les femmes. En tout cas, on pourra au moins dire ça, même si pas répréhensible par la justice, parce que les magistrats n'ont pas réussi à valider une mise en examen sur un sujet en particulier. Il y a derrière une femme en particulier qui a été vraiment détruite, je crois, par sa relation avec Harry Habitant. Et donc ça, c'est la deuxième leçon que je retiens de cette affaire qui est difficile. Je vais juste dire deux petites choses, mais je ne veux pas du tout rallonger, mais je sais qu'après, on va parler d'autres choses. Mais on a le temps, Virginie. Dans le fond, le couple présidentiel, je pense que ce qui est de l'ordre... Mais tu peux déployer, c'était la question un peu de... Des violences, c'est la question que j'allais te poser. Des violences faites aux femmes, des violences sexuelles. Le couple présidentiel et les femmes. Je pense que globalement, ce n'est pas son souci. Rappelons-nous de la façon dont Emmanuel Macron a parlé de Gérard Depardieu. Mais c'était exactement la question de Cristal. on est d'accord. Oui, et puis tout à l'heure, qu'elle tranche-lisait, pour une fois, je suis d'accord avec Virginie. C'est bien. Et franchement, quand il a parlé de Gérard Depardieu, tout ce qu'il a trouvé à dire, Brigitte Macron est-elle dans la suite logique des propos problématiques d'Emmanuel Macron c'est-à-dire que, alors je ne sais pas si c'est une question de milieu, de génération, de déconnexion ou d'indifférence totale à ce qui n'est pas eux-mêmes. Je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que ni l'un ni l'autre n'ont réellement cette cause qui est pourtant la cause du quinquennat, n'ont réellement
vraiment cette cause à cœur. Sinon, franchement, elle n'aurait jamais tenu ses propos, lui, il n'aurait jamais tenu ses propos, et ils seraient tous les deux un tout petit peu plus concernés, humbles et très attentifs aux mots qu'ils utilisent. Que Brigitte Macron dise « Ah oui, c'était pas des propos publics », mais peu importe que tu te permettes de dire que c'est des sales connes, ben moi, excuse-moi, je me sens une sale conne, et je suis sûre que Quentin se sent une sale conne aussi. Et qu'il y a beaucoup de gens, moi j'ai vu passer beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, hommes comme femmes, qui disent « Moi aussi, je suis une sale conne ». Qui se revendiquent le terme c'est ça, pardon, pour se l'approprier. Si je l'ai mal dit, c'est ça. Moi aussi, je suis une sale conne. Sûr. Hommes et femmes. Et moi, je remercie les hommes qui l'ont fait, vraiment. Quelque chose à ajouter Excuse-moi, sur Brigitte Macron, j'ai été trop longue. Brigitte Macron en général, et les sales connes en particulier. Non, il n'y a pas de souci. Allez, 17h54. Je vous propose qu'on parle, pour terminer ensemble, notre point politique du jeudi, le dernier de l'année 2025. Il reprendra en 2026, bien sûr, avec vous. On a vu Jordan Bardella, Rassemblement National, probablement candidat à la présidence de la République, passer dans l'émission donc, de Léa Salamé. Quelle époque Le samedi soir. Voilà, et on a vu un Jordan Bardella un peu, certains auront dit un peu fade, en tout cas à tout le moins peu inspiré, notamment quand il s'agissait il fallait quoi ? Il fallait poser. On affichait le portrait de quelqu'un, donc par exemple il y a eu Donald Trump, il y a eu Nicolas Sarkozy, Vladimir Poutine, et puis il fallait lui poser une question. La réponse souvent de Jordan Bardella, qui était vraiment pas très inspirée, c'était d'où trouve-t-il cette énergie, suscitant la moquerie de Roselyne Bachelot qui était à son côté. On a beaucoup lu que ça l'avait desservi. À un moment, on voit aussi Jordan Bardella où on lui projette la photo de son papa et de sa maman. Alors, la silhouette de sa maman, puisque visiblement, ils n'ont pas trouvé la photo de sa maman. Moi, j'ai trouvé au contraire que ça le rendait extrêmement sympathique, finalement, cette maladresse et son peu d'inspiration au milieu de ce plateau qui, finalement, se moque un peu de lui. En tout cas, il est revenu hier, il a fait une autre émission avec Darius Rochebin, où il dit que on s'en prend sur LCI, on s'en prend à lui parce qu'il n'a pas fait des grandes études et il est issu d'un milieu modeste. Voilà, donc il s'en sert, visiblement. Alors que je pense que sur le coup, c'est un manque de répartie. C'est-à-dire que normalement, c'est une séquence où on va du tac au tac et on essaie de dire un bon mot. Et c'est pour ça qu'à mon avis, Roselyne Bachelot rigole parce qu'elle doit faire les grosses têtes, etc. Où on aime bien, quand on est à la télé, comme ça, avoir une phrase bien ciselée et avoir un trait d'esprit. Lui, il n'en a pas. Alors pourquoi ? Parce que lui, c'est pas comme ça qu'il travaille. Il n'est pas très éloquent. C'est pas dans son personnage. C'est pas comme ça qu'il a construit sa carrière. Il aime bien, à mon avis, avoir des fiches, être sur le point précis quand on lui pose une question, et c'est pas dans son style de faire de l'esbrouf ni même des traits d'esprit, quoi. Et donc il retourne un peu la situation face à ce manque, à mon avis, de traits d'esprit et d'humour, en disant on s'en prend à moi, et donc c'est une façon de se victimiser. Je ne sais pas si c'est très habile, mais j'entends que ça puisse passer pour certains électeurs comme « Ah oui, le service public se moque de lui, les médias, Léa Salamé et Roselyne Bachelot, qui est là depuis 40 ans, se moquent de lui. Bon, bah lui, il a bien raison d'être qui il est, et au moins il est sincère et il est unique. » Je pense que la réalité est dans ni l'un ni l'autre. Moi, j'ai trouvé cette séquence, pour dire la vérité, je rentrais à la maison, c'était samedi soir, et il a été interviewé vers minuit, je crois, par Léa Salamé, parce que l'émission démarre vers 23h35 et dure à peu près 1h30, 2h. Et il n'a pas été interrogé tout de suite. Donc, je suis arrivée pile sur cette séquence. Et effectivement, la première photo qui lui a été montrée, c'était Nicolas Sarkozy. Et là, il a dit « Où trouve-t-il cette énergie ?» Bon, passe. Deuxième photo, là, on arrivait à Trump. Et là, il a dit « Mais où trouve-t-il cette énergie ?» Et là, effectivement, Roselyne Bachelot, qui est très féroce et qui était juste à côté de lui, a commencé à grommeler entre ses dents en disant « C'est du foutage de gueule, quel cirage de pompe, gna gna gna. » Alors lui, c'est rétracté immédiatement et a dit « Ah, mais vous êtes très inélégante, Madame Bachelot. » Elle a dit « Non, non, pas du tout. » Et le pire, à mon avis, c'est ce qui a suivi. C'était troisième photo, Vladimir Poutine. Et avant même qu'il prenne la parole, toute la tablée, et là il y avait des gens assez différents parce que c'est une émission de divertissement, toute la tablée a dit « Mais où trouve-t-il cette énergie ?» Et là c'était fini parce que lui-même n'avait même pas eu le temps de poser sa propre question à Vladimir Poutine. Et j'ai trouvé que le visage qu'il avait, cet air extrêmement renfrogné, un peu vexé, il a baissé les lèvres vers le bas.
Oui, il faut avoir un peu d'autodérision, il faut rire, il faut se moquer de soi-même quand on n'est pas très brillant ou quand on effectivement n'a pas grand-chose à dire. Et là, il manque totalement d'autodérision. Non, mais... Enfin, pardon, moi je veux bien, et je suis d'accord qu'il ait fait des progrès, qu'il a des fiches, qu'il soit très jeune, qu'il ne fonctionne que sur un petit cadre bien précis. Mais enfin, il y a un moment, quand on veut être président de la République, ce qu'il a l'air de vouloir être, moi franchement, je trouve que la marche est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop haute. Mais là, c'était presque pathétique de voir quelqu'un se vexer pour une petite chose. On aurait cru un enfant de 12 ans qui se sent un petit peu merdeux, qui ne sait pas quoi faire et qui prend un petit air furieux. Mais je pense que quand il fait des médias, il essaye d'éviter le faux pas, l'erreur magistrale où on dit une grosse bêtise et on à ce moment-là, on va pas dans des émissions comme ça. Alors, voilà. Mais alors, oui, du coup, ça fait qu'il a cette façon de communiquer qui est très pince sans rire, oui, voilà, et dans le contrôle, en essayant de faire une bonne prestation. Et je suis d'accord. Ça dit quelque chose de son niveau. Pas de charisme, mais de marge de progrès, de souplesse, quoi. pour réussir une campagne où il va être constamment comme ça dans des meetings ou dans des débats. Et c'est vrai qu'il est très très jeune, il est hyper jeune et il est présidentiable parce que la personne qui devait le préparer à l'élection présidentielle ou qui devait le préparer à Matignon est inéligible et donc il se retrouve d'un seul coup être le fusible et la personne qu'on met au premier plan, mais je suis pas sûr qu'effectivement ni sur le fond ni dans sa manière d'être il est toutes les cartes en main pour réussir une campagne, même s'il est le favori des sondages, faut le redire. Ouais, il est favori des sondages, il est très populaire sur TikTok. Je suis pas sûr que ce soit un vrai atout, mais enfin pardon, hein. Moi j'ai pas une haute estime des réseaux sociaux et de TikTok, mais je trouve que il est un peu comme une affiche sur un mur, quoi. Il est jeune, il a un visage avenant, il se présente bien, il a un discours très policé, il répète tout le temps les mêmes choses, mais dès qu'il doit dire autre chose que ce qu'il dit, il est complètement perdu. Enfin, il a une toute petite voix de couloir, toute petite, et dès qu'il est poussé un peu à droite ou à gauche, il est totalement paniqué. Ça le fait pas, pardon. Puis il n'a jamais travaillé. Enfin, quand il disait sur LCI, on me reproche d'être venu d'un milieu modeste. Personne ne lui reproche ça. Exactement. Il y avait des gens en dessous qui disaient non, on vous reproche de jamais avoir travaillé dans une entreprise, d'avoir uniquement après la fac été militant du FN et du RN, et donc ensuite d'être devenu un apparatchik d'extrême droite. Donc les gens, ils disaient c'est ça qui fait que vous en êtes là aussi. Comme pas mal de responsables politiques en réalité. Oui, à qui on peut leur reprocher aussi, même si oui. Faut-il leur en faire le procès c'est un débat, en tout cas. C'est un métier aussi. En tout cas, c'était parmi les réactions qu'il y avait juste en dessous lorsqu'il a commencé à se victimiser sur le fait qu'on lui reprochait de venir de ce milieu. Personne lui reproche, et c'était pas du tout le propos de cette émission qu'à l'époque. Alors franchement, fait les grandes écoles. Personne, alors vraiment personne. Les amis, il est 18h, passez le. Voilà, on vous souhaite un joyeux Noël, les amis. Allez, le dernier mot de la fin de la suite de l'année, Quentin Calmy. Bon courage aux collègues qui vont suivre la commission mixte paritaire demain. Et ça, je pense qu'à ça. Non, effectivement, qu'on puisse avoir des débats sur les grands enjeux, comme tu disais, sur. Qu'on puisse sortir de notre niveau du débat politique qui n'est pas forcément au niveau qui devrait être, je pense. Et moi, je crois que le spectacle auquel les Français et vous tous assistez depuis des semaines et des mois, et nous-mêmes aux premières loges, est tellement désolant, tellement navrant, tellement accablant, que moi, je crains que les votes, parce qu'il va y avoir des votes là, et chacun va devoir s'exprimer, répondent plutôt à une forme d'exaspération et de colère qu'à une forme de bon sens. Et c'est jamais très bon. Et aussi retrouver de la nuance, pardon. Oui, non, dans le débat médiatique, parce que ce qui se passe aussi entre les médias Bolloré et les médias publics, il faut qu'on sorte de ça, c'est pas possible, on peut pas aller. C'est honteux pour les deux camps, c'est honteux. En tout cas, il faut qu'on retrouve de l'apaisement et que surtout qu'on réapprenne à se parler et à travailler ensemble. Voilà, exactement, parce que là, ça devient tendu. Hein. Et ça devient totalement contre-productif pour ce qu'est un média aujourd'hui. 18h02, passé de 6 heures. Merci, chers amis. Merci, Virginie Leguet. Merci, Quentin Calmet. Merci d'avoir répondu aux quelques questions essentiellement de Cristal, puis des miennes. Que les fêtes de fin d'année vous soient agréables, pétillantes, très confortantes en tout. Bien sûr. Et on se retrouve, je pense, chers amis, l'année prochaine. Avec plaisir.
Et la bise au chat. Le chat le veut Bye bien. bye. Dans le chat, justement, vous ne bougez pas, on est encore ensemble pour une heure qui va évidemment passer très très vite, 58 minutes même. Ouais, ça va. On va parler de cet enfant humilié dans un foyer de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. On va parler des dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance. On va parler manque de moyens, enfance brisée, lueur d'espoir aussi. Ce sera jusqu'à 19h, c'est dans 2 minutes, le temps d'accueillir nos 2 prochains invités. Vous ne bougez pas, à tout de suite. Allez, 18h08, passé de 6 secondes. Merci d'avoir patienté. On est ensemble jusqu'à 19h. Merci à toutes celles et ceux qui nous rejoignent, qui nous font confiance. C'est le dernier stream de l'année. Salut, oui, non, oui. Tiens, je ne t'avais pas vu. Salut Provence aussi, que je t'ai pas salué tout à l'heure. On est ensemble jusqu'à 19h, donc on va parler pendant 1 heure de ces enfants de personnes qui sont pourtant les enfants de tout le monde. On va parler de ces enfants qui ont le plus besoin qu'on les protège et que parfois le système broie parce qu'il est aveugle ou qu'il manque d'ambition ou que les moyens manquent pour ses ambitions. C'est souvent les deux. On va en parler parce que cette émission, on l'a déjà faite 3 fois et que les choses, semble-t-il, ne changent pas. Ou alors, elles ne changent pas assez vite. En témoigne cette affaire sordide à tout le moins. Cette vidéo publiée sur les réseaux sociaux où l'on voit un enfant tondu par une éducatrice d'un foyer de l'aide sociale à l'enfance, l'ASE, pour le punir. Une affaire médiatisée qui sort alors que l'Assemblée nationale, les députés ont adopté une proposition de loi visant à garantir à chaque enfant une prise en charge par un avocat dès l'ouverture d'une mesure d'assistance éducative. Un texte porté par la députée socialiste Aïda Alizadeh. Et là, dans mon conducteur, il est marqué « Bonsoir, Madame la députée ». Mais Madame la députée est retenue à l'Assemblée nationale. Et elle est parfaitement excusée puisqu'elle y joue un rôle certain, puisque je pense qu'elle participe aux auditions de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public. Donc Aïda Alizadeh ne sera pas là, elle est remplacée par Davy. Salut Davy. Salut. Qui es-tu? Bienvenue. Et je m'appelle Davy, je suis un ancien enfant placé et je faisais partie du comité de vigilance des enfants placés. Aujourd'hui, je milite pour les droits des enfants. Bienvenue chez toi, Davy. À tes côtés, Lies Loufoque. Salut Lies. Salut. On connaît bien Lies, t'es déjà venu 3 fois, je crois. C'est ta 4e fois dans le France Info. Je ne sais pas si je dois m'en réjouir. C'est un plaisir de t'avoir. Cependant, t'es un ancien enfant placé, t'es un militant des droits de l'enfant et t'es aussi essayiste à tes heures perdues ou moins perdues. Je vous propose donc d'ouvrir cette séquence par cette affaire sordide de ce petit garçon de 8 ans qui est rasé par des éducateurs pour l'humilier, clairement, dans un foyer de l'ASE à Paris. Sa maman porte plainte. Les policiers du commissariat du 13e arrondissement sont saisis d'une enquête pour violence volontaire sur des mineurs de 15 ans par personne ayant autorité. Ça n'est pas rien. Avant qu'on entre dans les détails, quoi qu'on n'est même pas obligé forcément d'évoquer les détails, qu'est-ce que cette affaire révèle des dysfonctionnements de l'ASE? Commence, vas-y. Beaucoup de choses. La première, c'est évidemment l'aspect absolument dramatique de ce qui s'est passé, le fait qu'on ait une personne qui est dépositaire a priori quand même d'une responsabilité envers cet enfant, qui se permet à la fois de faire un geste scandaleux de tondre l'enfant pour le punir de ce qu'elle s'en défend, et puis ensuite de prendre une vidéo, la poster sur un groupe qui a normalement une vocation professionnelle, l'humilier, se moquer, etc. Appeler la mère, si on en suit toute l'enquête, à des heures tardives pour raconter toutes sortes de choses. Donc ça montre un dysfonctionnement continu dans la chaîne de l'aide sociale à l'enfance, puisque à la fois en février, la direction a été informée de ce qui s'était passé. On a eu juste un mail de recadrage. Ensuite, en mars, on a d'autres parties prenantes qui sont mis au courant. En septembre, on a la juge des enfants qui est mise au courant, qui signale rien du tout, alors qu'elle a une obligation légale de signaler au parquet ce qui s'est passé. Et puis là, on doit attendre une médiatisation pour avoir enfin quelque chose qui se passe du côté de la mairie de Paris, qui par ailleurs était au courant depuis a priori bien plus longtemps que ce qu'elle n'ose dire. Oui, Davy a très bien résumé la situation. Nous, on n'est absolument pas surpris par les faits qui ont été médiatisés par vos confrères, pour plusieurs raisons. D'abord parce que malheureusement, ce n'est pas la première fois que ça se produit. Moi, je me souviens d'une enquête publiée dans le Nouvel Obs en 2020 par Marie Vaton, qui faisait état de dysfonctionnements exactement similaires avec des enfants qui étaient tondus dans un but d'humiliation par leurs éducateurs, tout en étant filmés, en ayant même diffusé des vidéos sur les boucles WhatsApp. Ces mêmes éducateurs, après diverses alertes et une fois que la presse s'en est saisie, sont restés en poste pendant plusieurs mois sans que rien ne se passe. Ces violences-là, elles ont été reconnues comme étant de nature systémique par une commission d'enquête à l'Assemblée nationale qui s'est déroulée cette année
année, l'année dernière, et qui a conclu que le système de protection de l'enfance aujourd'hui n'était plus en mesure de remplir sa fonction première, qui était quand même celle de sauver des vies. Donc c'est une situation qui est évidemment extrêmement alarmante. Moi, je rappelle quand même que depuis cet été, depuis le mois de juillet, 10 enfants placés à l'aide sociale à l'enfance sont morts dans le cadre de leur prise en charge par les services de l'ASE. L'année dernière, on a déjà eu des cas d'enfants qui sont décédés dans le cadre de leur placement. Et on se demande, nous, personnellement, jusqu'à quand combien d'événements comme cela va-t-il falloir qu'on médiatise encore pour que les pouvoirs publics prennent pleinement la mesure du drame humain qui est en train de se jouer dans nos services de protection de l'enfance. Et on est d'autant plus en colère que ces faits, s'ils ne sont pas nouveaux, les solutions, elles, en revanche, sont connues de très longue date. On a plein d'idées pour réformer notre système de protection de l'enfance, mais ces idées, malheureusement, ne sont absolument pas prises en considération, elles ne sont pas mises en œuvre, elles ne sont pas appliquées. Et ça, c'est extrêmement choquant parce que ce sont des vies d'enfants qu'on cabosse, qu'on maltraite, avec des conséquences durables. Je rappelle quand même à vos auditeurs qu'un enfant placé à l'aide sociale à l'enfance a en moyenne 20 ans d'espérance de vie en moins que n'importe qui d'autre dans ce pays. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, on a une obligation de résultat, on a une obligation d'agir, parce que les constats, on les fait, tu l'as dit, ça fait 3 fois, 4 fois que je viens ici pour répéter finalement en quelque sorte la même chose sur l'état de notre système de protection de l'enfance. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on arrête d'uniquement faire des constats, il va vraiment falloir qu'on passe à l'action. Et c'est l'objectif pour nous qui nous mobilisons. Bandit, dans le chat, il y a eu récemment un reportage sidérant dans l'émission Envoyé spécial sur la prostitution de mineurs dans les foyers de l'ASE. Je crois que c'est ce dont on parlait au printemps. Oui, tout à fait. Avec Jojo. Absolument. Christelle demande comment ça se traduit sur le terrain. Est-ce que c'est une délégation de service public ou ce sont des institutionnels? C'est l'État ou ce sont les préfets qui sont responsables de l'ASE? Alors, ce sont les départements depuis les années 80. Avant, c'était l'État. L'ASE, c'est l'ancienne DAS, voilà. Pour ceux qui sont plus âgés, qui n'ont pas rencontré le terme ASE. Pardon. Et avant même la DAS, vous aviez l'assistance publique qu'une génération de personnes encore vivantes ont connue. Ce qui est terrible, c'est que d'ailleurs, les personnes qui étaient à l'assistance publique ou à la DAS disent exactement la même chose que les enfants qui sont aujourd'hui à l'aide sociale à l'enfance. Donc, la politique de protection de l'enfance, elle est pilotée par les départements depuis les années 80. On a fait le choix de retirer cette compétence à l'État, de la décentraliser. Moi, personnellement, je pense que c'est une erreur que l'on a faite parce que les départements, depuis 40 ans, ont fait preuve d'une absence totale de volontarisme et d'ambition politique à l'égard de ces enfants pour diverses raisons. D'abord parce que ce ne sont pas des électeurs et que très naturellement, il y a un désintérêt qui s'installe à partir du moment où ça ne rapporte rien sur le plan électoral. Et puis surtout, c'est très compliqué pour un département de pouvoir piloter une politique publique comme celle-ci, étant donné qu'un enfant placé comme n'importe quel autre enfant doit avoir accès aux mêmes espaces que les autres enfants, l'école, le système de santé, le système judiciaire, etc. Donc tout ça, c'est coordonné et piloté par l'État. Et donc, de fait, les enfants placés aujourd'hui ont besoin d'avoir une vraie politique interministérielle, coordonnée, cohérente, nationale, qui permette réellement de prendre en considération l'ensemble de leurs besoins. Et la décentralisation, aujourd'hui, malheureusement, ne le permet pas. Donc la responsabilité, c'est bien les départements. Moi, j'avoue que je suis assez en colère sur ce cas parisien, parce que David l'a rappelé, mais les faits se sont quand même déroulés au mois de février de cette année. Il y a eu des alertes lancées dès le mois de... Comment ça se fait que ça n'a pas été... Voilà, dès le mois de février. Il faut savoir que les directeurs d'établissement ont l'obligation de prévenir leur autorité de tutelle, en l'occurrence là la ville de Paris, parce que la ville de Paris, je rappelle que c'est aussi un département, donc ils sont en charge de l'aide sociale à l'enfance. C'est un peu une spécificité parisienne. On peut retrouver ce cas de figure dans d'autres régions comme la métropole de Lyon ou la collectivité européenne d'Alsace, qui elles aussi ont à gérer de l'aide sociale à l'enfance. Mais il est quand même scandaleux que le directeur d'établissement n'ait pas prévenu son autorité de tutelle, donc la mairie de Paris. Il est absolument anormal que la mairie de Paris n'ait pas non plus prévenu le préfet. Je rappelle que c'est une obligation légale à partir du moment où il y a ce qu'on appelle un événement indésirable. Alors, on a, dans le jargon, on a beaucoup de termes. En chirurgie, c'est quand le patient meurt parce qu'il s'est passé quelque chose. Oui, on va dire ça, mais bon, c'est beaucoup de termes qui euphémisent aussi les violences subies, mais quand on parle d'événements indésirables, mais donc, en tout cas, la mairie de Paris a l'obligation de signaler au préfet tous les événements indésirables qui lui sont remontés, et là, manifestement, il y a clairement eu un dysfonctionnement dans la chaîne, et c'est ce qui fait que cette éducatrice qui a commis cet acte a été mise à pied seulement seulement la semaine dernière. Après 10 mois, après les faits. Donc c'est à proprement, c'est inacceptable en fait. C'est inacceptable et on se demande vraiment, nous, ce qu'a fait la collectivité, ce qu'a fait la ville de Paris, ce qu'a fait Madame Hidalgo. Ça fait 10 ans qu'elle est en responsabilité ici à Paris.
Je ne l'ai pas vue une seule fois se déplacer dans un établissement de l'Est parisienne. Je suis même pas sûr qu'elle ait déjà rencontré au moins une fois un enfant placé à Paris, alors qu'elle a cette responsabilité-là et que c'est même, j'ai envie de dire, l'une des responsabilités les plus importantes pour un président ou une présidente de département. D'ailleurs, c'est une mission extrêmement noble en réalité. Donc, naturellement, on devrait se dire que l'intérêt porté à ces sujets, voilà, doit être assez naturel et malheureusement, c'est pas le cas. Mais voilà, donc c'est les départements. Et malheureusement, c'est un échec total depuis plus de 40 ans. Et peut-être juste pour rebondir, c'est que donc c'est une responsabilité effectivement des départements qui, de temps en temps, voire même la majorité du temps, délèguent aussi beaucoup de choses aux associations. Là, en l'occurrence, c'est une association qui avait la responsabilité de ces enfants-là. Et on voit pas mal la communication de la mairie de Paris se défausser sur les associations ou sur l'association en l'occurrence, sur le fait que ce soit cette responsabilité-là. Et peut-être à rappeler à tout le monde aussi que, alors évidemment, il y a une responsabilité partagée, c'est-à-dire que l'association est responsable d'avoir embaucher une personne sans diplôme, puisque aujourd'hui on peut complètement travailler en protection de l'enfance sans avoir de diplôme pour pouvoir exercer ces fonctions-là. Mais le rôle de contrôle revient quand même au département, à la mairie de Paris en l'occurrence, et ça n'a pas été fait. Nous aujourd'hui, ce pourquoi on se bat aussi, Lies le disait tout à l'heure, c'est une autorité indépendante de contrôle de ces lieux de placement-là, puisque encore une fois aujourd'hui on n'a pas de contrôle qui est indépendant. Et si on en avait eu un par exemple dans cette affaire-là, peut-être que ça aurait aussi enrayer la machine de l'omerta. C'est-à-dire que on peut se dire que les personnes qui témoignent dans ce type d'établissement le font après avoir claqué la porte. Et c'est ce qui a pu se passer ici. Mais c'est ce qui se passe aussi la majeure partie du temps quand on reçoit des alertes. C'est aussi beaucoup de personnes qui sont encore dans les établissements et disent qu'elles ne peuvent pas parler parce qu'elles sont encore dans les établissements et peuvent complètement subir des représailles, soit des personnes qui viennent de partir ou qui sont parties depuis quelques semaines, mois, et ont donc beaucoup moins de risques à prendre et veulent briser la chaîne du silence qui a lieu en interne. Si on avait cette instance-là, par exemple, ça permet complètement d'avoir quelque chose qui se fait bien en amont et dès le drame commis, on peut tout de suite agir de manière beaucoup plus sereine. Il n'y a pas de responsabilité là-dessus. C'est très juste. En fait, la maltraitance institutionnelle aujourd'hui, elle se prolonge un peu de manière clandestine du fait de cette opacité. Et si on veut réellement lutter contre la maltraitance institutionnelle, qui plus est dans des établissements dédiés à des enfants qui par nature sont vulnérables et peuvent parfois avoir des difficultés à s'exprimer, voilà, donc, cette autorité indépendante de contrôle, elle est essentielle pour ça, c'est la première étape. Et ça, on a une proposition de loi qui arrive à l'Assemblée nationale en début d'année, dans le cadre de la semaine transpartisane, où plusieurs textes vont être examinés de différents groupes politiques. Donc là, c'est une proposition de loi portée par la députée Perrine Goulet du MoDem, qui vise à renforcer les contrôles des établissements de l'aide sociale à l'enfance. Nous, on va tout faire pour essayer d'amender cette proposition de loi de sorte à créer cette autorité administrative de contrôle indépendante. Mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas parce que ce n'est pas qu'une question de contrôle. Alors, ce sera une première étape évidemment très importante, mais c'est aussi une question de formation des professionnels. Et David l'a rappelé, aujourd'hui, dans les établissements de l'aide sociale à l'enfance, les formations du travail social, les diplômes du travail social ne sont pas obligatoires pour exercer. N'importe qui peut... Voilà, je vais même plus loin. Par exemple, pour les familles d'accueil, il y a des partenariats dans certains départements qui sont passés avec la FNSEA pour recruter des agriculteurs parce qu'on manque tellement de place qu'on en est à bricoler des solutions comme celle-ci qui, souvent, malheureusement, peuvent ne pas être adaptées aux besoins fondamentaux de ces enfants. Pour resituer le contexte, un enfant placé, c'est un enfant en danger. C'est le premier motif, c'est le motif de placement. On ne place pas un enfant s'il n'est pas en danger dans sa famille. Donc ça veut dire qu'il y a une évaluation préalable qui a été conduite et qui a diagnostiqué ce danger. La justice le confirme ou l'infirme. En l'occurrence, si l'enfant est placé, c'est que la justice l'a confirmé. Et c'est des enfants qui parfois ont subi des maltraitances extrêmement lourdes, très très lourdes, avec des polytraumatismes. Donc ce sont des enfants qui vont avoir des besoins très particuliers parce que leur développement a été attaqué, donc avec d'immenses troubles du développement, mais pas que, des troubles de l'attachement, des troubles du comportement. Et donc ça nécessite un accompagnement, un étayage éducatif extrêmement fort. Et ce qui est complètement paradoxal, c'est que ces enfants qui sont les plus vulnérables du pays, les plus vulnérables de la nation, sont ceux qui ont des personnes autour d'eux parmi les moins formés. Et ce qui est au-delà de la formation, on a aussi un vrai sujet sur la question de l'encadrement, les normes, les taux d'encadrement, les ratios d'encadrement. Je l'ai dit, c'est les enfants les plus vulnérables de la nation. Et pour autant, dans les établissements de l'aide sociale à l'enfance, il n'y a absolument aucun texte qui vient régir le fonctionnement et imposer un nombre de professionnels diplômés pour un certain nombre d'enfants. Dans les crèches, dans les centres de loisirs, les colonies de vacances, quand n'importe qui y met ses enfants, la loi va dire...
Il faut un BAFA. Voilà, la loi elle est très claire. Elle dit il faut un professionnel diplômé pour tant d'enfants en fonction de la tranche d'âge de ces enfants. C'est complètement aberrant que dans les établissements de la protection de l'enfance, il n'y ait aucune norme pour régir justement ce fonctionnement-là. Ce qui fait qu'on a des établissements aujourd'hui qui peuvent accueillir 40, 50 enfants, mais seulement avoir 2 adultes, je n'ose même pas dire professionnels, mais 2 adultes en présence effective sur le terrain pour s'en occuper. On ne peut pas faire du bon travail dans des conditions pareilles. On ne peut qu'être maltraitant avec les enfants avec un fonctionnement aussi pourri que celui-ci. Mais c'est pas, ça n'a pas qu'un impact sur les enfants. Alors évidemment, c'est les premières victimes de ces failles-là, mais ça a aussi un impact sur les professionnels. C'est très lourd de travailler en protection de l'enfance. C'est épuisant. On estime qu'entre 30 et 40% des travailleurs sociaux à l'aide sociale à l'enfance souffrent d'un syndrome de stress post-traumatique. Parce que, oui, c'est des situations parfois de torture, de barbarie, d'inceste, de maltraitance extrêmement lourde, avec des conséquences sur la santé physique des enfants à prendre en charge qui sont pas évidentes, et y compris sur leur santé mentale. Donc tout ça vient aussi abîmer les professionnels qui s'en occupent, et d'autant plus s'ils n'ont pas été formés, s'ils n'ont pas eu le minimum pour être outillés et faire face à ces situations-là. Donc là, l'épuisement des professionnels est un facteur aggravant qui va conduire à des passages à l'acte maltraitant beaucoup plus fréquents que si nous avions des process clairs qui permettaient un encadrement un peu plus sécure que celui que l'on peut avoir aujourd'hui. Il faut savoir qu'il y a 2 grosses fédérations en protection de l'enfance, l'une qui représente les établissements publics, l'autre qui représente les établissements privés associatifs, qui ont conduit un travail, une étude pour déterminer justement ce que seraient des normes d'encadrement acceptables. Ça ne veut pas dire optimales, mais au moins acceptables. Et le constat est sans appel. Si nous voulons des professionnels en nombre suffisant sur le terrain aujourd'hui auprès des enfants, avec des ratios d'encadrement corrects, on pourrait aller plus loin, mais correct, c'est 1,5 milliard d'euros qu'il faudrait mettre sur la table dès aujourd'hui. Évidemment, on ne les a pas. Je crois que personne, malheureusement, n'est en mesure de débloquer ce budget. Et donc, on continue de fonctionner en mode dégradé avec des drames humains pour les enfants, pour les travailleurs sociaux, pour leurs familles. Et ça ne peut absolument plus continuer. Question dans le chat qui revient souvent, qui revenait en tout cas si je m'en souviens bien... qui revenait déjà dans les streams précédents, elle est posée par oui, non, non, oui, salut, oui, non, non, oui. Que se passe-t-il après 18 ans? Est-ce qu'on est lâché dans la nature sans aide, Davy? Plusieurs choses. D'une part... Oui, et attends, je vais lister les autres questions, parce qu'après je vais les oublier, parce que c'est mon dernier stream de l'année, là, Pardon? Un stylo. Mais bien sûr, tu peux prendre un stylo, tiens. Tu peux même prendre une fiche, si tu veux. J'ai une fiche, super. Pardon. Et alors, donc cette question-là, la question, qu'est-ce qui se passe après 18 ans? Est-ce qu'on est lâché dans la nature sans aide? Je pense que tu vas me répondre d'une certaine manière, malheureusement un petit peu oui. Il y avait une remarque intéressante que je m'étais gardée. C'était qui? Pardon. Pardon. Excusez-moi, dans le chat. Qu'est-ce qui me parlait d'infantisme? Bon, je vais synthétiser la question. C'était, voilà, est-ce qu'en France, on n'a pas en fait un gros problème d'infantisme? L'infantisme, c'est la discrimination sur les enfants, en fait, considérer que l'enfant n'est pas l'égal de l'adulte, si je grossis un petit peu. Ça, c'est la domination, c'est les rapports de domination des adultes à l'encontre d'enfants. La question était bien posée, ça m'embête de ne pas pouvoir la... Oui, pardon, tranche, désolé, pardon. Est-ce qu'il n'y a pas un problème plus général d'infantisme dans nos espaces publics et politiques? En témoigne la dernière convention citoyenne sur les temps de l'enfant, qui n'a quasiment pas fait réagir qui que ce soit, médiatiquement ou politiquement, alors qu'on parle d'un travail qui s'est fait avec et grâce à des enfants qui ont été intégrés à la Convention citoyenne. Donc cette question-là, la question de qu'est-ce qui se passe après 18 ans, il y avait une autre question, c'est est-ce que dans tout ça, est-ce qu'il y a un accompagnement psy? Je pense que peut-être que oui. Mais pour les 18 ans, pour les plus chanceux et chanceuses, il y a ce qu'on appelle un accompagnement jeune majeur et qu'on appelle d'ailleurs à tort un contrat jeune majeur, puisque bon, passons la sémantique, mais l'idée c'est de dire que à partir de 18 ans, on construit un projet avec le jeune et puis on l'accompagne jusqu'à ce que soit il arrive à terme de son projet ou qu'il touche un montant que l'aide sociale à l'enfance juge nécessaire pour vivre et qui par ailleurs est ridicule. Moi par exemple, j'ai bénéficié d'un contrat d'un accompagnement jeune majeur. Pardon. Comment ça se passe Tout à fait. On a un rendez-vous avec l'aide sociale à l'enfance. Moi, l'avantage que j'avais, c'est que j'étais plutôt autonome, donc j'étais pas beaucoup suivi. Mais c'est un rendez-vous annuel pour mettre à jour le projet. L'idée, c'était un rendez-vous annuel.
annuel. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais un rendez-vous annuel, mais ça peut être tous les 3 mois, ça peut être tous les 6 mois, ça peut être réévalué tous les 3 mois. Toi, tu étais autonome, donc c'était une fois par an. Parce que c'est pas grand-chose. Oui, c'est ça. Mais par ailleurs, si j'avais abandonné mes études ou si j'avais pas eu le choix parce que je devais arrêter tel ou tel projet, le contrat, parce que là, en l'occurrence, il le contractualise dans les faits actuellement, ce serait arrêté. J'ai eu un accompagnement jusqu'à mes 23 ans où je suis rentré en alternance et comme je touchais 1 200 € par mois, ils ont jugé que c'était suffisant pour vivre à Paris. Je tiens à préciser que personne ne vit avec 1 200 € par mois à Paris, mais bon, soit passons. Et ça, c'est pour les plus chanceux et chanceuses d'entre nous de pouvoir bénéficier de ce type d'accompagnement-là. L'autre statistique un peu dramatique, c'est que aujourd'hui, si on prend pour la tranche d'âge de moins de 25 ans des sans domicile fixe qui sont nés en France, on est à 25% qui sont passés par 40% qui sont passés par les sociales à l'enfance et 25% hors catégorie d'âge, ce qui est absolument dramatique parce que et on le rappelle depuis un moment maintenant, et je pense que tu en parleras mieux que moi, mais on investit pendant 18 ans, si on parle d'investissement et d'utilitarisme, puisque a priori c'est comme ça que les pouvoirs publics actuels réfléchissent, mais on investit pendant 18 ans dans l'éducation, potentiellement l'accompagnement, etc. d'un enfant. Et puis, arrivé à ses 18 ans, le fait qu'il passe un certain cap d'âge fait qu'on le lâche dans la nature, si tant est qu'il ne respecte pas tel ou tel critère ou que le département n'ait pas envie de l'accompagner plus que ça. Donc, il y a cet aspect absolument dramatique qui fait que vous avez des statistiques scandaleuses de, par exemple, la poursuite d'études, du taux de diplôme, c'est 1%. Des jeunes de sociale enfance qui font des études supérieures ou qui sont diplômés en tout cas en études supérieures et qui n'ont du coup pas l'accès à ces études tout simplement. Je voudrais quand même préciser quelque chose d'important, c'est que nous nous sommes fortement mobilisés ces dernières années pour garantir dans la loi que chaque enfant placé à l'aide sociale à l'enfance ait de droit cette possibilité de maintenir sa protection après 18 ans. Nous avons remporté clairement une bataille en 2022, puisque dorénavant, les départements ont cette obligation légale et cette interdiction donc de mettre à la rue des enfants placés à 18 ans. Donc la loi a beaucoup évolué ces dernières années sur le sujet, et on en est très fiers. Néanmoins, ce que l'on constate, c'est des départements qui n'appliquent pas les lois. Ce que vient de raconter Davy, c'était vrai à une époque, ça ne devrait plus l'être aujourd'hui. Si les textes étaient réellement appliqués, les départements n'ont pas le choix, c'est une obligation. Si un mineur qui devient majeur et que le jour de son 18e anniversaire, le département décide de le mettre dehors, il peut très bien se retourner vers le tribunal administratif et à coup sûr, le tribunal administratif exigera du département la mise en œuvre d'une protection immédiate. Donc ça, c'est l'héritage, une part de l'héritage que notre génération a souhaité léguer aux suivantes, et on en est encore une fois très fiers, mais ça ne suffit pas, parce que ce que l'on réalise, ce que l'on voit de plus en plus, encore une fois, ce sont des atteintes à l'état de droit extrêmement scandaleuses, avec des départements qui refusent d'appliquer les lois, et même pire, qui refusent d'exécuter les décisions judiciaires. On a des départements aujourd'hui qui n'appliquent pas les décisions de justice. Donc on a des enfants, par exemple, qui devraient être placés à l'aide sociale à l'enfance parce qu'ils sont en danger dans leur famille. Le juge des enfants a ordonné ce placement et les départements ne le mettent pas en œuvre ou parfois le font patienter pendant 6 mois, 1 an. Ça a des conséquences dramatiques, ça a des conséquences même mortelles. Un enfant est tué par ses parents tous les 5 jours dans ce pays, à minima, et parmi eux, la moitié de ces enfants vivaient dans des familles déjà suivies par des services sociaux. Donc quand on dit que les départements n'appliquent pas les lois et n'exécutent pas les décisions de justice, ça a des conséquences absolument horribles. Voilà, horribles. Donc on ne peut plus aujourd'hui faire l'économie du débat sur le pilotage de cette politique publique. Je le redis, moi je suis favorable à ce que les départements, à ce qu'on retire aux départements la compétence sur l'aide sociale à l'enfance et qu'on renationalise, qu'on recentralise, parce que aujourd'hui, même en ayant le droit et la loi de notre côté, il s'assoit dessus et il laisse des situations se détériorer de manière assez dramatique. Donc, pourquoi l'État ferait mieux ? Comment ? Pourquoi l'État ferait mieux que les Alors moi d'abord, la plus-value que j'y vois à recentraliser la politique de protection de l'enfance, c'est d'abord que le budget global... C'est rare qu'en fait qu'on réclame une recentralisation pour le Alors, coup. je suis complètement d'accord, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit peu. Faut que Jacobin. Ouais, ah oui, mais moi clairement, hein, je l'assume. Ah non mais je l'assume. non, mais plus sérieusement. Non, mais parce que dans les départements, ce à quoi j'assiste dans les départements, c'est des espèces de petites baronnies locales insupportables où même si tu avances des éléments très rationnels, on t'envoie chier comme ça et on ne prend absolument pas en compte ce que tu peux faire remonter. C'est assez insupportable, hein. Franchement,
C'est assez insupportable. Mais la recentralisation de la protection de l'enfance, elle permettrait plusieurs choses. D'abord, un contrôle du Parlement. Ça veut dire que même sur le budget, aujourd'hui, le budget de l'aide sociale à l'enfance, il dépend des assemblées départementales. En fonction de l'étiquette politique du président de département ou de la présidente de département, on n'aura clairement pas le même investissement dans la politique de protection de l'enfance. Voilà. Donc déjà, ça crée une disparité territoriale qui entraîne une inégalité de droits pour les enfants placés. C'est quand même pas normal que notre avenir dépend du lieu de naissance ou de notre département de naissance. Aujourd'hui, un enfant placé, on va se le dire, un enfant placé dans le département des Landes va avoir beaucoup plus de chances de s'en sortir dans la vie qu'un enfant placé dans le département des Bouches-du-Rhône. Parce que les droits des enfants dans les Landes ne sont pas les mêmes que ceux des enfants dans les Bouches-du-Rhône. Les présidents de département ne confèrent pas les mêmes droits aux enfants placés en fonction de leur étiquette politique. Je me permets de te couper parce que la question arrive pile au moment où tu sembles, je pense que tu vas l'expliquer. Oui. C'est Drakeos qui dit, est-ce qu'il existe des départements exemplaires en France pour Alors j'ai arrêté. Moi j'ai arrêté de donner des noms de départements exemplaires. Je vais vous dire pourquoi. Okay. Parce qu'en fait, il suffit d'un changement d'exécutif pour que tout le travail réalisé pendant des années soit réduit à néant. On a l'exemple dans le Val-de-Marne. Le Val-de-Marne, c'était un département qui avait aussi de ses dysfonctionnements, mais qui quand même avait une politique très volontariste sur la protection de l'enfance. On avait des élus en charge de la protection de l'enfance qui pouvaient parfois, faire n'importe quoi, mais qui globalement, à certains égards, sur les jeunes majeurs, on a dû les coller au tribunal administratif un certain nombre de fois, mais globalement, les budgets étaient là, la formation des professionnels était assurée, il y avait une vision, on pouvait ne pas être d'accord, en tout cas, il y en avait une, c'était pas un impensé politique. Et il y a eu un changement d'exécutif et un changement du coup de couleur aussi politique dans ce département. Aujourd'hui, la situation est catastrophique. C'est des décennies d'acquis qui ont été réduits à néant, avec ce changement-là. Donc, je peux plus vous dire, moi, quel département fait du bon ou du mauvais travail, parce que c'est très variable. Il faut savoir que les questions de financement, elles sont aussi très importantes. Aujourd'hui, on arrive à financer notre système de protection de l'enfance. Je vous le dis, ça va choquer, mais grâce au marché de l'immobilier, les seules recettes propres des départements, c'est les taxes sur les ventes immobilières, ce qu'on appelle les droits de mutation à titre onéreux, les frais de notaire, si je puis dire. Donc c'est quand même dingue que la survie de notre système de protection de l'enfance dépend aujourd'hui du nombre de ventes de maisons qu'on va effectuer dans son territoire. Voilà, c'est absolument, les deux sont corrélés, hein. C'est pas moi qui l'invente, c'est le fonctionnement du système et surtout du financement des collectivités territoriales, donc des départements en l'occurrence. Donc ça aussi, c'est pas, ça à prendre en considération, parce qu'on a des départements qui sont vraiment dans le rouge, parce qu'il y a une baisse du marché immobilier chez eux qui fait qu'ils sont entravés aujourd'hui dans leur capacité à financer correctement leur système de protection de l'enfance. Et puis, à contrario, vous avez des départements, comme Paris, avec beaucoup d'argent, qui n'investit absolument pas de manière proportionnelle aux besoins. Donc moi, pourquoi je veux qu'on recentralise, c'est parce que le Parlement devra répondre devant les Français du budget qu'il souhaite accorder à cette politique publique. On aura un vrai débat politique tous les ans sur ce que doit être notre système de protection de l'enfance, avec une vision, avec des objectifs, avec un choix démocratique qui s'opérera et qui sera beaucoup plus transparent que celui qui peut se faire aujourd'hui dans les départements. Et puis je rappelle que la mission du Parlement, c'est pas uniquement de voter le budget, mais c'est aussi de contrôler l'action du gouvernement. Donc ça permettra aussi d'avoir un regard extérieur. Tout à l'heure, je disais, pour lutter contre la maltraitance institutionnelle, il faut un regard extérieur, parce que c'est l'omerta qui génère cette maltraitance institutionnelle. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'aller observer ce que l'État fait que d'aller observer ce que 103 ou 104 départements réalisent chacun de leur côté. Voilà, on n'a pas du tout cette possibilité, on n'a pas les moyens humains pour assurer ce travail-là, alors que là, on aura un Parlement dont ce sera réellement la mission. Il y a un principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales qui fait qu'on a aussi aujourd'hui beaucoup de difficultés à réformer le système d'aide sociale à l'enfance dans sa globalité, parce que ça supposerait d'aller toquer à la porte de tous les départements et que tous les départements de France, sans exception, soient d'accord avec les réformes proposées. On n'a jamais réussi, c'est impossible, donc ça nous fait également perdre énormément de temps. Mais l'autre plus-value, je le redis, c'est la politique interministérielle. On a aujourd'hui 25 à 30% des enfants placés qui ont une reconnaissance administrative de handicap. On sait que seuls 13% des enfants placés réussissent à s'inscrire, je ne dis pas obtenir, mais à s'inscrire à un bac, qu'il soit général ou professionnel, versus 81% en population générale du même âge. Donc là, on voit bien qu'il y a un gros sujet sur les questions d'éducation
et de scolarité des enfants placés. On sait qu'un enfant placé va perdre en moyenne 20 ans d'espérance de vie s'il n'est pas pris en charge précocement et que les soins qu'on doit lui prodiguer ne sont pas donnés. Donc recentraliser, c'est aussi permettre de mettre à la même table, autour de la même table, l'éducation nationale, le ministère de la Justice, le ministère du handicap, le ministère de la Santé, le ministère de l'Enfance quand il sera recréé un jour, je l'espère, après avoir été supprimé de nombreuses fois. Et ça va permettre réellement d'avoir une politique nationale qui soit cohérente avec les besoins exprimés sur le terrain et la réalité de ces enfants. Et aujourd'hui, malheureusement, un département n'a pas la tutelle sur l'éducation nationale, il n'a pas la tutelle sur notre système de santé, il n'a pas la tutelle sur les établissements pour personnes handicapées ou sur les dispositifs, en tout cas, d'autonomisation. Il n'a pas ces possibilités-là, c'est pas dans ses compétences. Donc, il faut qu'on donne des compétences en fonction de la pertinence. Et aujourd'hui, l'échelon départemental, en tout cas à nos yeux, n'est pas pertinent pour s'occuper de protection de l'enfance. C'est du domaine régalien. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut penser cette politique publique. C'est à ce niveau-là qu'il faut l'élaborer. C'est pas à un autre niveau. David, je te vois acquiescer largement. Bah non, mais il a raison. Dans tous les cas, et je reviens sur le début du propos, c'est qu'on ne peut pas attribuer de bons points ou de mauvais points de manière générale, puisque même quand on a des politiques qui veulent bien faire dans leur département, on a, encore une fois, je le disais tout à l'heure, mais un dysfonctionnement continu dans la chaîne de l'aide sociale à l'enfance. C'est-à-dire qu'à la fois, les départements dysfonctionnent, mais en fait, c'est tout le processus qui dysfonctionne. Or, recentraliser permet, je ne vais pas paraphraser, mais si je vais le faire, mais juste de mettre à la même table tous les responsables de ces différentes catégories de prise en charge pour les jeunes, que ce soit l'éducation, la santé, l'enfance, etc. Je prends un exemple extrêmement parlant. À l'Assemblée nationale, le 11 décembre, on a fait adopter 2 propositions de loi. La première sur l'avocat dont on parlait tout à l'heure, mais on a également permis l'adoption de la seconde sur les mineurs non accompagnés et donc la mise à l'abri des mineurs non accompagnés lorsque leur minorité a été refusée et qu'ils sont en période de recours pour faire reconnaître cette minorité ou non par une décision judiciaire. La ministre qui était là ce jour-là, c'était pas du tout la ministre qui était là sur la première PPL, à savoir la ministre du Travail, de la Santé, etc., qui a dans son portefeuille les familles, l'enfance et en fait absolument la moitié du gouvernement dans son portefeuille, si je puis me permettre. C'était la ministre du Handicap. Alors oui, évidemment, le sujet du handicap en protection de l'enfance est extrêmement important parce qu'il y a toutes les violences institutionnelles en IME, par exemple, et tout un problème sur les AESH, tout ça est éminemment important. Par contre, on n'avait ni Gérald Darmanin, qui est quand même ministre de la Justice, et on parlait quand même d'un sujet de justice, par ailleurs on ne l'avait pas non plus sur la première proposition de loi, ni du coup Stéphanie Rist, qui était là sur la première PPL. On envoie quelqu'un d'autre qui visiblement ne maîtrisait absolument pas le sujet, c'était absolument catastrophique. Chacune de ces prises de parole était, pardonnez-moi du terme, mais médiocre. Nous, on était dans une salle à côté de l'Assemblée, on suivait les débats et on essayait de faire peser les choses en notre faveur en réalité pour pouvoir améliorer la vie de ces enfants-là. Mais à chaque prise de parole, c'était un supplice. En fait, on se rendait compte qu'il y avait vraiment aucune volonté ne serait-ce que de maîtriser le sujet ou de qualifier correctement les choses, etc. Ouais. Donc c'est un exemple parlant on a un gouvernement qui est complètement déresponsabilisé et qui rejette toute la responsabilité sur les départements et donc ne prend pas sa part dans tout le processus. Bah non, je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est de toute façon même dans le symbole, je veux dire, quand on parle de protection de l'enfance, et en l'occurrence de celle qui concerne les mineurs isolés sur le territoire qui sont ici sans la présence de leurs parents, qu'on envoie la ministre en charge du handicap, je trouve que c'est dans le symbole déjà assez terrible, mais bon, c'est les choix qui ont été faits, on va pas revenir dessus. En revanche, nous, ce qui est important de rappeler quand même, c'est cette victoire de la semaine dernière sur la proposition de loi relative à la désignation automatique. Remets un petit peu de contexte, vas-y, explique qu'est-ce qui a été adopté. Ça a été adopté à l'unanimité, c'est rare. C'est très rare et ouais. En ce moment, on n'adopte pas les choses à l'unanimité. Ouais, mais c'est parce qu'on a beaucoup travaillé pour ça. Énormément. Donc encore une fois, on en est fiers. Bravo. Vas-y, explique un petit peu pour ceux qui nous rejoignent. C'est une proposition de loi qui vise à quelque chose de très simple, garantir à chaque enfant placé ou suivi par l'aide sociale à l'enfance l'assistance automatique par un avocat. Aujourd'hui, les enfants placés, pour plus de 80% d'entre eux, le sont sur décision judiciaire. Ils sont confrontés à des procédures
qui peuvent parfois durer 18 ans, comme ça a été mon cas. Moi, je retournais au tribunal tous les ans ou tous les 2 ans en fonction des périodes pour renouveler mon placement. Donc, c'est un procès, hein. C'est vraiment ça. On n'est peut-être pas dans une salle d'audience, on est plutôt dans un bureau de juge des enfants, mais ça reste un procès avec la présence du greffier, la présence des avocats des parents, la présence de l'aide sociale à l'enfance, l'enfant lui-même, etc. Donc, évidemment, un moment très intimidant, mais surtout un moment décisif pour notre avenir, puisque sur ces audiences-là se prennent des décisions importantes, des décisions de placement, des décisions de renouvellement de placement, des décisions de main levée de placement, des décisions de droit de visite et d'hébergement. Enfin voilà, c'est des choses lourdes. Un impact très très concret. C'est ça, exactement. Et les enfants sont les seuls dans la procédure à ne pas avoir automatiquement le droit d'être assisté d'un avocat. Pourquoi ? Parce que le Code civil, je ne vais pas rentrer dans des détails trop techniques, mais le Code civil fixe une limite pour les enfants à la possibilité d'être assisté d'un avocat, c'est le discernement. Pour qu'un enfant aujourd'hui ait le droit à un avocat, il faut qu'il en fasse lui-même la demande, ou alors il faut que le juge des enfants estime que c'est pertinent dans sa situation. Donc déjà là, ça pose quand même question. Et surtout, cela est rendu possible uniquement pour ceux qui ont été préalablement reconnus comme étant discernants. Sauf que le discernement ne répond pas à un critère d'âge. Ça s'apprécie individuellement et ça s'apprécie différemment, malheureusement, d'une juridiction à un autre, d'un magistrat à un autre, à situation égale. Certains vont être reconnus discernants, d'autres ne vont pas l'être. Je rappelle que la présence des avocats pour les enfants, elle est obligatoire sur le volet pénal. Donc là, il n'y a pas de débat sur le discernement. Au civil, ça ne l'est pas. Donc on a voulu nous corriger cette grosse inégalité parce qu'on est convaincu que si chaque enfant placé à l'aide sociale à l'enfance avait son avocat, eh bien, les violences institutionnelles seraient révélées beaucoup plus tôt, voire pourraient même dans certains cas être évitées, parce que quand on sait que l'enfant a son avocat, on évite de le frapper. On sait que derrière, il y a des risques, y compris judiciaires, sur le plan pénal, qui pourront ensuite être mobilisés. C'est un interlocuteur de confiance pour l'enfant, c'est celui qui va le préparer aussi aux audiences, celui qui va débriefer les audiences, c'est un peu la mémoire de l'enfant. Un enfant placé, il change d'interlocuteur tous les ans. Il n'a jamais le même juge des enfants, il n'a jamais le même éducateur référent à l'ASE en raison du turnover, de la saturation du système et de l'épuisement des professionnels. Il est lui-même confronté à une instabilité résidentielle en changeant régulièrement de lieu de placement. Donc tout ça, évidemment, ne garantit absolument pas une sécurité affective, mais tout ça ne garantit pas non plus une bonne compréhension de l'enfant, de son propre parcours. Donc l'avocat a quand même ce rôle-là. Et puis surtout, l'avocat, il est là aussi pour faire du contentieux quand il y a des atteintes aux droits de ses enfants. Quand tu vois le petit Elliot qui est tondu dans un but d'humiliation par ses éducateurs, typiquement, si cet enfant avait eu un avocat, il aurait pu révéler beaucoup plus tôt les violences subies. L'avocat aurait eu la possibilité juridique de saisir le procureur et surtout d'obtenir réparation. Oui, mais si, surtout d'obtenir réparation. Parce qu'il y a un moment donné... Obtenir réparation, oui, mais tout ce que tu décrivais avant, oui. Tu vas me dire le contraire, c'est un peu pour faire avancer le truc, c'était un peu quasiment le rôle d'un tuteur en réalité. Alors, que ne prendront certainement pas les avocats, je crois. Comment ? En dehors de la partie contentieuse. Non, c'est pas un rôle de tuteur. Un avocat, il est là pour porter la parole de l'enfant et défendre ses droits. À quel moment Après, les parents restent titulaires. Va aller sonner cet avocat ? Comment ? À quel moment cet enfant va aller sonner son avocat ? Dès qu'il l'estime pertinent, dès qu'il en a le besoin, dès qu'il a une question, dès qu'il est confronté à un blocage. Par exemple, on a des enfants qui ne veulent pas aller le week-end chez leur papa ou chez leur maman parce que ça les insécurise. Mais pour autant, ces gens-là ont des droits de visite et des droits d'hébergement. Si l'enfant n'en a pas envie, mais il y a quand même une obligation parce qu'il y a dans une ordonnance du tribunal cette obligation-là avec des droits conférés à ses parents. L'enfant, il va appeler son avocat, il va dire « Moi, ce week-end, j'ai pas du tout envie d'aller chez papa, ça se passe mal quand j'y vais. Donc juste, j'ai pas envie. » L'avocat, il aura la possibilité d'écrire au juge des enfants, de faire valoir la position de son client et de demander à ce que la décision soit révisée dans l'intérêt supérieur du mineur. Donc non, il y a vraiment énormément de plus-value aujourd'hui à avoir cet avocat. De toute façon, les parents l'ont, l'avocat. C'est absolument dégueulasse de se dire qu'il y a une inéquité des armes, y compris dans le cadre de la procédure. Les parents, eux, ils ont leur avocat et le seul qui l'a pas, c'est l'enfant, alors que leurs intérêts peuvent parfois converger, mais souvent diverger. Donc c'est quand même un enjeu essentiel. En tout cas, pour nous, c'est un outil de lutte contre la maltraitance institutionnelle qui s'il était mis en œuvre, serait, à mon avis, très efficace. Donc on a remporté cette première victoire. Je rappelle qu'on avait essayé de faire passer ça en 2022. On n'avait pas l'unanimité, et d'ailleurs, ça n'est pas passé parce que le vote, à cette époque, c'était 42 voix pour, 42 voix contre, et le règlement de l'Assemblée nationale fait que
En cas de vote égalitaire, c'est le contre qui s'impose. Donc on a loupé le vote à une voix près, mais en tout cas, c'était pas consensuel. On a, voilà, notamment dans le bloc central et à droite. Et aujourd'hui, grâce au travail qu'on a mené, on est parti les voir un par un, vraiment. On a bien, je vais pas dire harcelé, mais en tout cas, on a fait notre travail de militant. Et aujourd'hui, c'est ce qui explique aussi cette unanimité, c'est qu'on a réussi à les faire changer d'avis, qu'ils en sont dorénavant convaincus. Alors, ce n'est qu'une étape, parce que on sait que le plus dur arrive, c'est l'inscription de ce texte à l'ordre du jour du Sénat. J'en profite, si jamais des sénateurs ou des sénatrices nous regardent, mettez ce texte à l'ordre du jour de votre assemblée. Si vous ne le faites pas, ce serait une trahison, parce que l'espoir suscité par cette mesure chez de nombreux enfants placés, chez leurs familles, chez les professionnels, nous on reçoit des messages tous les jours d'éducs qui disent j'ai hâte que ça passe, parce que quand l'enfant aura son avocat, voilà, moi-même je pourrais alerter l'avocat quand il y a des trucs qui se passeront. Enfin, franchement, tout le monde l'attend, cette mesure. Juste, il faut qu'il y ait un groupe politique au Sénat, quel qu'il soit, je m'en fous, mais qui décide de l'inscrire à l'ordre du jour de sa niche, notamment, hein, la journée parlementaire dédiée au groupe d'opposition, enfin au groupe politique qui y siège. Et ça, voilà, on attend. Donc on espère que ça se fera vite, parce que ça urge, qu'on n'a plus le temps. Et les deux affaires médiatisées à Paris nous le démontrent. C'est fondamental de non plus considérer les enfants comme des objets de procédure, mais bien comme des sujets de droit, et de leur donner les moyens de les faire valoir, de les défendre, d'obtenir réparation, d'alerter leur interlocuteur de confiance quand ils estiment que c'est nécessaire. C'est une obligation. Dans d'autres pays, ça se fait. Il y a qui dit que ça se fait pas, et c'est assez scandaleux. Dracaeus a une question très précise, mais moi je ne connais pas ce dossier aussi précisément. Il dit pourquoi la niche écolo ne l'a pas reprise au Sénat. Elle n'a pas repris au Sénat. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que la niche écolo, elle est moins de 6 semaines avant. En fait, il y a un délai de 6 semaines pour pouvoir faire inscrire un texte dans une niche parlementaire. Et puis, au-delà de ça, il y a aussi beaucoup de textes qui sont débattus et qui nécessitent l'attention des sénateurs, sénatrices. Et donc, nous, on considère que celui-ci doit passer au-dessus, parce que les enfants sont un sujet à part entière et vraiment nécessite... et prioritaire. Exactement. Et pour moi, le Sénat, s'il y a bien une raison pour laquelle il existe, c'est aussi l'aspect territorial. En l'occurrence, on parle d'une compétence du département. Si les sénateurs et sénatrices s'en saisissent pas à l'aune des municipales, on a quand même un sujet, puisque, bon, évidemment, je reviens sur Paris, mais Paris reste une ville et un département, donc il y a tout un enjeu là-dessus, et on a pas mal de sénateurs et de sénatrices à Paris qui sont pour cette mesure, et on ne comprend pas non plus. Après, il y a quand même des éléments légaux et techniques. Pour autant, il y a des niches qui arrivent et il faudra Alors, justement, on va être très concret. En janvier, il y a une niche socialiste. Donc, si vous êtes socialiste ou que vous connaissez des sénateurs ou des sénatrices socialistes, écrivez-leur pour leur dire que la niche de janvier, on la veut. Sinon, il y a la niche socialiste aussi du mois de février. Oui. Donc, pareil, écrivez-leur, parce que si ça passe pas en janvier, on aimerait que ça passe en février. Ensuite, pour les personnes qui nous regardent, qui seraient plutôt du bloc central, macroniste, il y a la niche RDPI au mois de mars. Pareil, si vous connaissez des sénateurs ou des sénatrices centristes, écrivez-leur, parce qu'il ne faut pas qu'on loupe le coche du mois de mars. Mais ça vaut pour l'ensemble des partis. Évidemment, il y a des niches toute l'année. Donc le premier qui se saisira de ce texte aura notre reconnaissance éternelle. Je le dis publiquement ici, vraiment, tant ce sujet est fondamental. Il y a une réalité. On va arrêter de se mytho 2 secondes. Il y a les municipales. Donc forcément, les sénateurs, ce qu'ils veulent faire avant les municipales, c'est porter des textes qui vont permettre de pouvoir surfer d'un point de vue électoral sur les municipales. Parce que les municipales, c'est ce qui va conditionner aussi leur réélection. Et je vous rappelle qu'au Sénat, l'année prochaine, on renouvelle pour moitié cette assemblée. Donc voilà, ils vont être pris dans des élections. Et donc, il y a des enjeux politiques partisans qui nous dépassent, qui nous font penser que l'intérêt supérieur des enfants passera au second plan. Donc c'est pour ça aussi que c'est très important que chacun et chacune se mobilise à son niveau. Ça peut être un mail. Envoyez juste un mail à votre sénateur, à votre sénatrice dans votre département pour dire attention, nous on a vu qu'il y avait ça qui a été voté à l'Assemblée nationale, c'est hyper important, est-ce que vous allez soutenir? Plus ils en reçoivent, plus ça va être présent dans leur tête et ils vont se dire on va peut-être pas choisir des textes
Voilà, comme ça, comme on pourrait le faire pour le côté popol, ce qui nous arrange pour nos prochaines campagnes, mais peut-être que cette fois-ci, on va faire preuve de responsabilité. C'est ce qu'on attend d'eux, c'est le b.a.-ba d'un responsable politique, sinon ils ne sont pas responsables, ils sont juste politiques. Et parfois, même ceux-là sont les plus mauvais. Mais il y a cet enjeu de mobilisation collective et citoyenne, parce qu'on ne peut pas non plus se reposer uniquement sur eux, on le sait, pour que ça avance, il faut que nous-mêmes, nous soyons derrière pour les convaincre et faire en sorte qu'ils aient ce désir-là. Donc, envoyez des mails. Et juste pour alimenter, n'envoyez pas des mails qu'aux sénateurs. Lies le disait, il y a une réélection de la moitié de l'hémicycle du Sénat en 2026. Et donc, les sénateurs et sénatrices, c'est un mode de scrutin particulier, puisque ce n'est pas nous directement qui votons pour eux, c'est un scrutin indirect. Donc, ce sont les maires, les conseillers départementaux, etc. Donc, n'hésitez pas à envoyer des mails à tous les élus que vous connaissez, puisque eux devront élire ou réélire un sénateur, une sénatrice, et ça peut très bien conditionner leur vote. Si les départements veulent des moyens, il faut aussi qu'ils puissent les faire valoir auprès des personnes pour qui ils votent et qui les représentent dans ce type d'institution. Donc, il ne faut pas hésiter on va le dire très clairement, à harceler tous les élus que vous connaissez. C'est ça. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que si on n'arrive pas à convaincre les sénateurs ou les sénatrices d'inscrire ce texte à l'ordre du jour du Sénat, le gouvernement a annoncé déposer un projet de loi relatif à la protection de l'enfance au premier trimestre 2026. Si on souhaite que cette mesure fasse tout son parcours législatif dans de bonnes conditions, il faudrait que le gouvernement accepte de l'intégrer à son projet de loi, ce qui nous faciliterait grandement la vie. C'est pas à l'ordre du jour, on va pas se mentir, on n'a pas eu un accueil très favorable à cette proposition, mais encore une fois, on continue d'essayer de convaincre. Et l'intégrer tel quel. Question pour élargir, quel équilibre il faudrait trouver entre la protection et la préservation du lien familial ? C'est la question de à quel point, quand ils existent et quand c'est possible, à quel point on associe les parents notamment. La loi oblige l'association des parents à tous les stades de la procédure, y compris dans le cadre de l'évaluation des informations préoccupantes ou des premiers signalements qui ont permis en tout cas de lancer l'alerte sur un potentiel danger rencontré par l'enfant. La loi oblige l'aide sociale à l'enfance à associer les parents à toute évaluation. Il y a des cas où c'est très net, où pour préserver l'enfant, bien sûr qu'on le place. Il s'en est trouvé aussi pour dire que parfois c'était un peu rapide. Alors, est-ce que c'est vrai ? Moi, ça ne correspond pas à une réalité systémique. Non, d'ailleurs, Ça existe très certainement. Non, en fait, pour moi, il y a une augmentation du nombre d'enfants placés dans le pays. Ça, c'est indéniable, c'est statistique, qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose. C'est que le seuil d'intolérance des Françaises et des Français à l'égard des violences faites aux enfants augmente d'année en année. On le voit dans le nombre de signalements reçus, dans le nombre d'appels passés au 119, dans les débats de société sur l'inceste, Betaram, les violences dans le périscolaire, ce qui était acceptable avant ne l'est plus aujourd'hui. Dans les crèches, etc. Donc tout ça va dans le bon sens. Il y a encore de grosses marges de progression. On n'est pas comme dans les pays anglo-saxons. On ne va pas être 100 000 à descendre dans les rues pour protéger nos enfants. Ça s'est jamais vu dans ce pays. Ça s'est vu ailleurs, pas chez nous. Mais ça s'est vu où ? Ça s'est vu en Hongrie, figure-toi, la semaine dernière. On était très émus parce qu'il y a 50 000 personnes dans la capitale hongroise. Et les rues de Hongrie en ce moment sont très surprenantes. Ouais, et qui sont descendues dans la rue pour défendre les enfants placés hongrois qui, dans le système de protection de l'enfance, subissent les mêmes violences que nous ici en France. Sauf que la différence, c'est que là-bas, ça provoque une vraie révolte populaire. Et je pense que, là, en tout cas, ils appelaient à la chute de Viktor Orban, notamment parce que son système de protection de l'enfance est absolument infect et violent. Et voilà, et moi j'aimerais qu'un jour ça se produise ici, parce que ces enfants, encore une fois, c'est pas les enfants de personne, c'est bien les enfants de tout le monde. Ils sont sous notre responsabilité collective. À partir du moment où ils sont confiés sur décision de justice à l'autorité publique, c'est de nous tous dont il s'agit, c'est notre responsabilité à nous tous. Donc voilà, mais ça, pareil, on va continuer de travailler pour que ça puisse se faire, augmenter encore le seuil d'intolérance des Françaises et des Français à l'égard de ces violences. Ça va prendre un peu de temps, mais on va y arriver. Et le deuxième facteur qui explique l'augmentation du nombre d'enfants placés, selon moi, mais on n'a pas d'études sur le sujet, et c'est un vrai problème, cette absence d'études aussi pour déterminer les causes profondes des placements, l'origine géographique, etc. D'ailleurs, j'ai toujours tendance à dire que quand on ne compte pas, c'est que ça ne compte pas. Ça aussi, c'est très révélateur de la manière dont on pilote notre système de protection de l'enfance. Mais le deuxième facteur, c'est l'augmentation aussi de la pauvreté. On le sait, on a plus de 3 millions d'enfants qui vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté en France, avec des conséquences extrêmement préjudiciables pour leur développement, leur santé, leur sécurité. On a plus de 3500 enfants qui aujourd'hui dorment à la rue, survivent à la rue. Parmi eux, c'est plus de 500 enfants de moins de 3 ans, donc des nourrissons. Et évidemment, la pauvreté, elle a un impact
pour les parents, dans leur capacité à satisfaire aux besoins fondamentaux de leurs enfants. Quand on reçoit un signalement pour un enfant présumé étant en danger, la première chose que l'on a l'obligation légale d'aller évaluer, c'est si les besoins fondamentaux sont correctement satisfaits. Et parmi ces besoins fondamentaux, il y a un méta-besoin, c'est celui de la sécurité affective. Si on estime que ces besoins-là, ils sont tous interdépendants en réalité, mais si on estime que ces besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits, alors dans ces cas-là, le danger est caractérisé. Parce que, je l'ai dit, c'est des troubles, une atteinte au développement, une atteinte aux droits aussi de ces enfants, avec des conséquences parfois extrêmement préjudiciables. Donc quand on évalue surtout cela, et on y associe les parents. D'ailleurs, je voudrais quand même le rappeler, on a actuellement 400 000 mesures de protection de l'enfance, ordonnées pour la plupart, pour plus de 80% d'entre elles, par l'autorité judiciaire, par un juge des enfants. Et parmi ces 400 000 enfants, plus de la moitié sont certes placés en foyer ou en famille d'accueil, dans des campings, dans des gîtes, dans des hôtels, ou devraient l'être si les départements exécutaient les décisions de justice correctement et appliquaient les lois. Mais on a quand même une bonne partie, l'autre grosse moitié, qui n'est pas la majorité, mais quand même, qui reste à domicile avec la présence d'éducateurs ou d'éducatrices qui vont apporter un étayage éducatif. Parce qu'on estime justement que bien qu'il y ait danger, les parents, ou le parent, c'est souvent le parent en réalité, c'est beaucoup de familles monoparentales, a quand même des compétences et des capacités qui lui permettent de s'améliorer, de progresser, de corriger parfois une posture qui pourrait être inadaptée. Et on va, en tant que professionnels et travailleurs sociaux, les accompagner là-dedans sans leur retirer leurs enfants. Donc quand on parle de l'aide sociale à l'enfance, c'est pas que des enfants en foyer ou en famille d'accueil, c'est aussi des enfants qui restent avec leurs parents mais qui sont accompagnés par des professionnels à domicile. Donc ça, c'est très important. Moi, je l'ai toujours dit, un système de protection de l'enfance digne de ce nom, c'est un système qui doit reposer sur trois piliers essentiels. Le premier, c'est la prévention, évidemment, parce que l'objectif, c'est quand même de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins d'enfants dans ce pays qui aient besoin d'avoir recours à notre service public de protection de l'enfance. Et ça passe par des actions de communication, mais pas que. Ça passe aussi par une vraie formation des professionnels. Ça passe par des rendez-vous obligatoires à la PMI, la protection maternelle et infantile. Ça passe par... Enfin, franchement, il y a énormément de choses à mettre en œuvre. Le deuxième axe, c'est que c'est un système... le système de protection de l'enfance ne doit pas être dénaturé. C'est aussi et surtout un système de secours aux populations, et en l'occurrence, les enfants. La survie d'enfants dépend de l'intervention que l'on va mettre en place. Si nous n'intervenons pas, les enfants meurent. Voilà la réalité, c'est exactement la même chose que pour les urgences hospitalières ou le SAMU. C'est pareil, l'ASE c'est le SAMU, mais c'est le SAMU des enfants. Voilà. Donc si on n'est pas là, le taux de mortalité des enfants dans ce pays va de facto considérablement augmenter. Et évidemment, on ne le veut pas. Et le troisième axe, c'est que ce n'est pas une politique sociale comme le présentent les départements. Pas du tout, en réalité. C'est bien plus que ça. C'est une politique de suppléance parentale. C'est l'une des politiques publiques les plus intrusives dans la vie d'un être humain, parce que c'est une politique publique qui va se substituer aux parents et qui donc, en fonction de ce qu'elle va mettre en œuvre, va avoir une incidence pour toute la vie de cet être humain. Son enfance, mais également sa vie d'adulte. Voilà. Donc ça nécessite qu'on pense les choses dans ce cadre-là. Et si nous n'avons pas ces trois piliers, ou en tout cas si ces trois piliers sont fragiles, on peut considérer que nous n'avons pas de système de protection de l'enfance. Et en France, malheureusement, les trois piliers ne sont absolument pas satisfaits. On a un système de protection de l'enfance qui, contrairement à ce qu'on dit depuis des années, n'est pas seulement à bout de souffle. On emploie toujours des termes, tu sais, pour dire « Ah oui, la protection de l'enfance est à bout de souffle, elle est en ruine, etc. » Non, en fait, aujourd'hui, on n'est plus capable de protéger qui que ce soit. Les amis, il y a 18h59 passé de 7 secondes, c'est quasiment le moment de nous quitter. Avant de nous quitter, Davy, le mot de la fin ou celui de la suite ? Surtout celui de la suite, puisque là, le combat ne s'arrête pas ici. Comme on le disait tout à l'heure, on a obtenu ces 2 propositions de loi à l'Assemblée nationale. Évidemment, le parcours législatif fait qu'il faut continuer et donc les faire voter au Sénat. On a beaucoup parlé de la première sur l'avocat, mais je tiens à rappeler que la deuxième est tout aussi importante et fondamentale, puisqu'elle permet la mise à l'abri des mineurs non accompagnés pendant leur période de recours, quand ils se sont vus refuser leur minorité et donc qu'ils attendent une décision de justice pour pouvoir soit se la faire reconnaître, soit non. Cette proposition de loi, elle est d'autant plus importante que lorsqu'on leur refuse cette minorité, aujourd'hui, ces enfants-là sont mis à la rue.
et donc sont laissés à la merci des trafics d'êtres humains, de drogue, d'exploitation sexuelle. On en parlait tout à l'heure un petit peu avec une personne qui avait mis ça dans le chat, mais cette proposition de loi, elle va dans le bon sens pour réduire aussi ces violences qui sont faites dans le cadre d'exploitation sexuelle. Et je pense que on a invité tout le monde à envoyer des mails aux élus pour la première PPL. Je vous invite également, évidemment, à le faire pour la seconde, qui est tout aussi importante. Et ce sera mon mot de la fin. PPL, c'est proposition de loi. Oui, tout à fait. Yes, en 5 secondes, le mot de la suite. Il a tout dit, j'ai pas besoin. Tu vois, tu me disais tout à l'heure, on allait peut-être pas faire jusqu'à 19h, mais t'as oublié qu'on était bavard. Exactement, 19h, passé le 38 secondes. Merci Davy, merci Lies. Avec plaisir. Merci infiniment, c'est toujours un plaisir de t'avoir Lies, de te rencontrer Davy. Je pense que malheureusement vous reviendrez pour continuer à parler de l'aide sociale à l'enfance et des enfants qu'on n'oublie pas, en tout cas pas ici. Ouais. Il est 19h. 1 minute, c'est la fin de ce stream, chers amis. Merci d'avoir suivi, merci pour votre confiance. Merci pour vos questions, merci pour vos réactions, merci pour votre patience, merci pour vos débats dans le chat. Merci aussi à Stéphanie Berlu pour les visuels, merci à Franck Ballanger, Chadi Romanos, Olivier Chauve pour leur coup de main logistique, merci d'amener de temps en temps les invités. Merci aussi à celles et ceux qui, dans l'ombre de la vitre devant moi, à ma gauche, nous permettent de voir, d'entendre et de faire une émission jolie, en son, en images, en pixels. Merci à Pascal Baudot à la Réal, merci Pascal, merci pour tout. Merci Hélène Ginestou, merci Thomas Coudreuse, merci Sacha Trop, merci Adrien Barrière. Chers amis, à vous dans le chat, partout ailleurs, qui nous écoutez peut-être en podcast, on fait une petite pause pendant les fêtes de fin d'année. Profitez bien de ces moments avec vos proches, ou sans vos proches d'ailleurs, revenez-nous en forme. Le talk, ça reprend le 8 janvier, avec toujours de l'actu, toujours des questions, toujours des réponses aux questions, toujours des analyses, des échanges, des cris, des humeurs, des émois. D'ici là, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous, et je vous souhaite une excellente soirée. Et à très vite dans le talk de France Info. Salut.